Bonjour, ici Isabelle Morin, Catherine Lemire, Jean-Philippe Blais. Bienvenue à Pas sorti du bois. Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! C'est la Minute NAC et aujourd'hui, je vous parle des purées Ultra Énergie. Personnellement, quand c'est arrivé sur le marché, j'ai découvert le produit nutritionnel que je savais pas que j'avais besoin. Une fois que tu l'as essayé, tu peux juste plus t'en passer. Dans une stratégie nutritionnelle pour une grosse journée dans le bois, les purées viennent complètement changer la donne en t'offrant une texture différente puis des saveurs différentes. La saveur patate douce et courge butternut vient changer le mal de place quand tu t'es aligné trop de produits énergétiques sucrés. Moi qui n'ai pas trop là-dedans sucré dans la vie, c'est mon coup de cœur. Puis la saveur pomme et sirop d'érable, ça te donne le petit côté réconfortant de la tarte aux pommes que ta grand-mère te faisait. Et comme tout bon produit de la gamme Ultra Énergie, tu as tout ce qu'il te faut côté calories, glucides, électrolytes, protéines et BCAA. Pour les essayer, ça se passe sur le NAC.com et pour avoir 15% de rabais, utilise le code promo pas sorti du bois, PASSORTIDUBOIS. Bon épisode tout le monde. Ouais, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode numéro 215. Vous l'avez entendu en introduction, pas un invité, pas deux invités, 3 invités, c'est le retour des panels, c'est le 3e que je fais. On a eu un panel qui était le trail au féminin, on a eu un panel sur les hormones, et là aujourd'hui, on va aborder le surentraînement. Puis j'ai vraiment un beau panel avec moi dans mon sous-sol pour enregistrer. Isabelle Morin, Catherine Lemire, Jean-Philippe Blais, bienvenue à Pas sorti du bois. Merci. Ce qui est le fun, c'est que je peux dire re-bienvenue à tout le monde parce que Catherine, tu fais partie des OG de Pas sorti du bois, épisode 6, après ta victoire à Arikana en 2020. Ça remonte à loin. Ça fait 4 ans. Oui, ça fait 4 ans. C'était début de pandémie. Oui, on était par Zoom, c'était dans les premiers épisodes. Le monde a changé depuis. Pas mal. Isabelle, c'est ton 4e passage au podcast. Oui, tout à fait. Ça a été une tradition annuelle les 3 premières années de Pas sorti du bois. À l'hiver, on se faisait un épisode sur la nutrition. Je rappelle que tu es nutritionniste, diététiste. Et cet épisode, on en parlait avant d'enregistrer, c'est dans les épisodes qui sont les plus écoutés parce que non seulement c'est extrêmement intéressant, non seulement c'est des clés, c'est des infos que les gens ont pas naturellement parce que c'est un métier, c'est un art, mais c'est des épisodes où les gens y reviennent parce que on apprend plein de choses, mais c'est beaucoup d'informations. Un an plus tard, ça vaut la peine de se faire un petit refresh, fait qu'on réécoute les épisodes. Fait que re-bienvenue pour la 4e fois. Mais merci beaucoup. JP, t'étais venu dans le cadre du panel sur les hormones avec ta douce à l'époque et Sarah Baribeau. Donc, j'ai demandé aux gens de m'écrire des questions. Puis j'ai eu une question de Véro, ta blonde, puis je pense que je peux pas la poser ici, là, on n'a pas le droit de faire ça au micro, mais t'étais venu sur le podcast, ça avait été vraiment le fun, ce panel-là. Re-bienvenue, Jean-Philippe. Merci. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, parce qu'on a un gros sujet, je le disais, j'ai posé des questions à la communauté Pas sorti du bois. J'ai reçu 250 questions en 12 heures. J'ai fait, OK, il y a un intérêt. Ça fait 8 mois qu'on planifie cet épisode-là. En fait, du moment où JP, t'es parti de mon sous-sol après l'enregistrement en février dernier. On s'est tout de suite mis à penser à comment on peut aborder le surentraînement en mode panel. Puis l'idée était venue d'avoir toi comme expert vu que t'es médecin, puis avoir Isabelle aussi comme nutritionniste parce qu'on va le voir, le surentraînement, ça joue sur plein d'éléments. Mais on s'était dit aussi, puis je pense que c'était toi JP qui avait lancé l'idée, on devrait avoir quelqu'un autour de la table qui n'a vécu un. Puis Catherine, t'es là pour ça, mais t'es là aussi parce que t'es docteur en chiropratie, donc t'as une expertise, une professionnelle de la santé. Fait qu'on a vraiment 3 experts autour de la table et un animateur qui connaît pas grand-chose. Chez Epley, sur entraînement et Redis. C'est pas mal là que ça s'arrête. Je blague, mais c'est un sujet qui est revenu souvent avec plusieurs athlètes qui ont pu en vivre, qui se sont rendus compte avec du recul qu'ils n'avaient vécu. Puis avoir les questions qu'on a reçues, je pense que c'est un sujet, je le disais tantôt avant qu'on enregistre, on n'ira pas dans le fin détail ultra scientifique. Le but, c'est d'informer sur ce que c'est, puis surtout de savoir reconnaître les signes de ça. Puis après ça, si des gens se rendent compte qu'ils le vivent, c'est pas en écoutant l'épisode qu'ils vont le régler, mais ils vont avoir des clés, ils vont avoir des informations, ils vont peut-être le voir venir et pourront consulter après ça. Donc, c'est un peu ça l'objectif aujourd'hui. Je pars en monologue, je vous rassure, vous allez entendre mes invités pas mal plus que moi aujourd'hui. Mini message avant qu'on commence. Nouveau partenaire du podcast, puis ça va bien parce que la question que je vais vous poser, c'est qu'est-ce que vous buvez? Isabelle, je me tourne vers toi parce que tu bois le produit d'un nouveau partenaire. Oui, il y a un mocktail de Mox, gin bleuet, fleur de sureau et gingembre.
c'est vraiment très intéressant. Donc, Mox, qui est spécialiste en sans-alcool, qui offre 4 produits vraiment, vraiment très bons. En fait, c'est drôle, j'avais reçu Anne Champagne. J'étais allé chercher à l'épicerie par hasard du Mox. J'avais entendu parler que c'était bon. Puis finalement, c'est devenu un partenaire du podcast. Moi, de mon côté, je bois vodka, je vais le lire en français, vodka amer italien, canneberge et cardamome. Donc, cheers à toi, Isabelle. On est sur le Mox, mais nos 2 autres invités sont tout aussi sages que nous. Ils sont sur la Noctem, qui est toujours un partenaire du podcast, mais Noctem sans alcool, la Calaca 0. Donc, à vous 3, cheers. Merci de revenir à Pas sorti du bois. Santé. Voilà, on entre dans le vif du sujet. Je sors mes petites notes parce que j'ai l'habitude de pas trop préparer les épisodes, d'y aller un peu plus au feeling. Là, dans ce cas-ci, on a beaucoup à aborder. C'est normal, c'est un sujet qui est complexe. Puis je pense qu'il faut essayer de structurer la discussion pour être certain de tout couvrir, puis en même temps que l'épisode dure pas 8 heures. On aimerait ça, mais il est déjà un peu tard, fait que ça serait plat que ça dure 8 heures. Puis pour les auditeurs, on veut que ça soit quand même court. J'ai envie qu'on commence par un mini tour de table pour que vous vous présentiez, pour ceux qui vous connaissent peut-être pas, qui n'ont pas écouté les épisodes qu'on a faits. Isabelle, t'as le micro devant toi. Veux-tu nous parler un peu de toi? Oui, certainement. Mais en fait, comme tu l'as dit, moi, je suis nutritionniste. Je suis spécialisée en nutrition sportive. Je suis moi-même une coureuse également. Donc, un petit peu plus course sur route que trail, mais quand même, j'aime bien aller m'amuser en sentier pour le plaisir parfois. Et sinon, ma clientèle, c'est beaucoup là des athlètes de tous les niveaux, autant en trail qu'en route, qu'en triathlon. Donc, j'ai beaucoup de cas aussi dans ma clientèle qui ont vécu ou qui vivent des situations comme ce qu'on va aborder ce soir. Parfait. Puis je tiens à te féliciter pour ta 3e place au demi-marathon du Petit Train du Nord. Oui, un demi-marathon en 1h20 et 14 secondes. C'est extrêmement rapide. Félicitations. Il va falloir que j'en fasse un autre. L'objectif était sous 1h20. Ah, ben là, je l'ai manqué de peu. T'as donc 15 secondes à retrancher. Exact. C'est le fun, des fois, de pas atteindre l'objectif parce que là, ça fait, bon, ben, il y a de la place pour... motivation OK, pour on va la y retourner. prochaine fois. Exactement. Catherine, parle-nous de toi. Oui, bonjour. Donc, moi, c'est Catherine Lemire. Je suis une coureuse de trail. Je préfère les longues distances. Puis, ou sinon, dans la vie, je suis chiropraticienne avec une pratique sportive. Donc, dans mon quotidien, j'ai vraiment le privilège de pouvoir aider des gens de tout niveau aussi, sportifs à athlètes de très haut niveau, à atteindre leur objectif, autant par le traitement des blessures que par la prévention ou l'optimisation des performances. Donc, c'est un métier que j'adore. Ça me permet de baigner dans ma passion qui est le sport, notamment le sport d'endurance et plus principalement la course. Et voilà. JP, parle-nous de toi. Donc, effectivement, c'est un retour. Je suis toujours très bien accompagné quand tu m'amènes dans ton sous-sol. La dernière fois, on était très bien accompagnés. On a encore 2 personnes que j'ai une très haute confiance là, qu'on va faire de quoi de très bien aujourd'hui. Fait que moi, je travaillais à faire des accouchements depuis le mois de juin. Beaucoup de changements dans ma vie. J'ai décidé là de donner toujours une très grande priorité là aux femmes, mais vraiment, j'ai développé vraiment un intérêt là, particulier là, pour tout ce qui est la gestion hormonale là, chez la femme. Là, puis ça touche là, directement ce qu'on va parler aujourd'hui là, parce que ça entraîne là, des problématiques d'ordre hormonal. Mais ça c'est vraiment mon dada puis mon champ d'expertise. Puis je travaille justement en collaboration avec une équipe de soins infirmiers là, qui sont chez Live Hormonothérapie là, qui sont une équipe de feu puis qui commencent à avoir extrêmement beaucoup de connaissances là, dans le domaine. Ça avait été extrêmement intéressant, le panel sur les hormones. Puis c'est un des épisodes pour lesquels j'ai reçu le plus de feedback de femmes principalement, mais d'athlètes qui écrivaient. Je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être un dérèglement là, puis j'ai consulté ensuite. Puis on fait ça aussi pour ça. Tu sais, ce genre d'épisode-là fait aussi œuvre utile dans une communauté, dans un sport qui est en développement, qui est relativement nouveau. Puis c'est un sport extrême. Je veux dire, c'est pas du parachute où tu peux mourir à chaque fois que tu te pitches, quoique le parachute c'est safe. Mais je veux dire, c'est pas un sport extrême dans l'image qu'on se fait des X Games, mais c'est un sport extrême, ce qu'on peut faire subir à notre corps est très intense, puis c'est une communauté de gens très passionnés, puis le côté parfois négatif de cette grande passion-là, c'est qu'on se pousse à des extrêmes avec de sort à l'entraînement, puis le but avec un épisode comme aujourd'hui, c'est pas de donner des leçons, c'est plus, comme je le disais tantôt, de soulever des petits questionnements, si j'ai peut-être un signe de quelque chose, puis chaque fois, tu sais, avec Julie Lesage récemment, on a parlé des reins, c'est un sujet que tu te dis, maintenant, j'ai fait un ultra juste après cet épisode-là. Quand ça faisait 2 heures, j'avais pas pissé. J'ai regardé la couleur, excusez les détails, ceux qui sont en train de déjeuner, mais
je venais de parler avec Julie, puis je me dis, ça, c'est un signe, faut faire attention, finalement, tout est beau. Mais c'est des petites clés qu'on se donne, puis à force d'écouter des épisodes comme ça, à force d'en jaser avec des professionnels, ben, on finit par se faire un petit coffre d'outils, puis on n'est pas des experts du tout. Moi, je parle, vous, oui. Mais on a des signes, on est capable de savoir, de voir venir, de peut-être prévenir, puis de consulter quand il faut. Fait que c'est ça le but aujourd'hui. Je vais mentionner quand même les numéros d'épisodes parce que si des gens écoutent, ça leur tente de retrouver. Ça peut être long de chercher puis de scroller. Catherine, épisode 6, hein? Ça fait longtemps. Isabelle, 21, 76 et 139. Et JP, épisode 181, c'était cette année avec Véro Larouche et Sarah Baribeau. Voilà, on se lance dans le vif du sujet. On va commencer par définir ce que c'est parce qu'on parle de surentraînement. On entend aussi beaucoup parler de Red S. La distinction de tout ça, je pense qu'elle était importante. Moi-même, je la connaissais pas. Donc, JP, je te lance la balle, puis Catherine, Isabelle, n'hésitez pas à sauter dans l'arène. Fait que moi, j'ai la responsabilité de faire les définitions. Fait que ça, c'est le bout de plate. Je vais t'aider. Puis on s'est même questionné parce que malgré qu'on côtoie ça, moi puis Isabelle, on a même discuté cette semaine à savoir où ce qu'un commence, où ce que l'autre se termine. Fait que le RED, ben c'est Relative Energy Deficiency in Sport, excusez mon anglais. Fait qu'en gros là, c'est que on a un déficit d'apport par rapport à nos dépenses. Donc, tout ça entraîne là, des choses qu'on va pouvoir discuter tout à l'heure, mais ça entraîne surtout des problématiques d'ordre physique et psychologique parce que nos apports, ils sont pas bien répondus parce que on a des dépenses qui sont supérieures, puis là, on tombe en déficit énergétique à ce moment-là. Tandis que quand on regarde plus là, du côté du surentraînement, là, le surentraînement, c'est que on a une baisse de nos performances, malgré qu'on augmente l'entraînement, puis malgré qu'on maintient l'entraînement, souvent cette composante-là est plus en lien avec le repos. Après ça, la question qu'on se demandait, moi puis Isabelle, ben c'est parce qu'on va le voir tout à l'heure, mais tout ça revient là, dans les extrêmes de ces deux situations-là à peu près à la même chose. Mais ils sont tout le temps différenciés, soit d'un côté ou de l'autre. Puis, ce que je trouvais super intéressant, c'est que au final, ben le RED, c'est une problématique d'apport, donc nutritionnelle, tandis que le surentraînement, c'est une problématique de repos. Mais au final, là, quand on fait de l'ultra-endurance ou quand on fait du cyclisme de assez bon niveau ou qu'on soit élite ou qu'on pratique ça comme nous on le fait là, dans nos vies, là, que c'est pas notre vie, mais qu'on travaille toute la gang là, pour c'est que dans l'exercice ou dans la performance, ben, les deux déterminants les plus importants, c'est le repos et la nutrition. Donc, c'est là que je pense que les deux se recoupent parce qu'au final, ils ont tous chacun leur définition, ils ont tous chacun un peu leur sous-classement, mais ils reviennent tout le temps à causer la même chose au final. Puis je pense que les différencier, ben je pense pas qu'on gagne parce que faut savoir où les unir. Puis où on les unit, ben c'est qu'il y en a un que on a des apports qui sont problématiques, puis l'autre, ben c'est qu'on a un repos qui est déficitaire. Puis tout ça mène à une sous-performance. Dans le sens où c'est la même chose, mais c'est pas la même chose, mais c'est peut-être pas à la personne qui sent qu'il file pas bien d'essayer de c'est un RED, c'est un surentraînement. Non, je pense que je vais consulter parce que je file pas. Isabelle, je te voyais hocher de la tête. On parle de repos du côté du surentraînement qui est un déficit de repos, l'autre un déficit de nutrition. Dans tous les cas, dans le repos, dans la récupération, il y a une grosse partie de la nutrition. Fait qu'on peut quasiment dire que dans les deux cas, il y a un manque quelque part. Il y en a un qui est plus causé par la nutrition, puis l'autre, ben, la récupération manquante, ça vient aussi par la nutrition. Oui, la récupération, effectivement, il y a une composante alimentaire dans la récupération. Quand on regarde le RED, c'est intéressant aussi de regarder un peu l'historique de où vient le RED. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la triade de l'athlète, qui est un peu l'ancêtre du RED. Okay. Donc, on avait vraiment la triade de l'athlète qui focusait seulement sur l'athlète féminine, qui présentait souvent une diminution de la densité osseuse ou de l'ostéoporose, puis une aménorrhée.
Et avec les années, avec les études, on s'est rendu compte que mais finalement, il y avait plus de symptômes que ça et finalement, ça pouvait toucher les hommes aussi et pas seulement les femmes. Donc, c'est un peu là où on est finalement allé vers l'évolution qui était plus le RED, où là, on prend vraiment en compte et les hommes et les femmes dans la définition de la problématique et aussi tous les autres symptômes potentiels qui peuvent découler du fait qu'on ait un déficit énergétique. Mais comme JP disait, autant le surentraînement que le RED va mener à des symptômes qui sont à peu près similaires dans la plupart des cas. Puis pour le bien de la discussion aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas obligé de répéter toujours surentraînement et RED parce qu'au final, je comprends qu'il y a beaucoup de similarités puis quand on arrive dans peut-être des données plus techniques, on peut le différencier, mais dans tous les cas, c'est des red flags qu'on lève. On va beaucoup parler de ça, de drapeau rouge peut-être là, si on veut rester politically correct. Mais c'est des choses qu'il faut voir venir. T'as dit quelque chose d'intéressant, JP, t'as parlé de vélo. On est dans un podcast de trail, on parle beaucoup d'ultra, on parle de course, mais je comprends que c'est une situation qui peut se vivre dans tout plein de sports. Est-ce que c'est précisément dans le sport d'endurance ou on va aussi voir ça dans des sports de vitesse, je sais pas, le sprint olympique ou peu importe? Effectivement, on peut voir ça dans beaucoup de sports, mais on sait qu'il y a des sports qui sont vraiment très, très à risque. Là, quand on parle du vélo, c'est sûr que ce qui est visé dans le vélo de route de haute performance, c'est le rapport poids-puissance. Ça veut dire que jusqu'où on est capable de contrôler notre alimentation pour diminuer notre poids, mais de maintenir la puissance maximale. Par contre, c'est un sport autoporté, donc il est beaucoup moins à risque de fracture de stress. Mais si tu prends un triathlète qui vise les mêmes objectifs, lui, il rentre la course dedans son entraînement, puis lui, peut-être que pour exactement la même chose ou le même athlète, peut-être que lui va avoir des fractures de stress. Puis là, c'est là qu'on rentre dans l'ostéoporose ou les fractures de stress du RED. Parce qu'on sait que les cyclistes deviennent très, très légers, mais compte tenu que leur sport est plus porté, ils sont un peu moins à risque de fracture, mais pas à moins de problématiques du RED, par contre. OK? C'est peut-être que le triathlète, lui, va nous permettre de le déceler parce qu'il va avoir une composante de stress mécanique qui va apparaître. Mais il y a des sports qui sont très, très à risque. Là, le sport esthétique, c'est quand même une catégorie de sport aussi où le déficit énergétique est souvent présent parce que il y a toute la notion d'apparence. Si on pense à la gymnastique, à tous les autres sports jugés, il y a la notion aussi de le mouvement du corps. Là, quand je fais des flips et tout, je veux être petite, compacte, donc ça amène beaucoup aussi là, de changements au niveau de l'alimentation, puis ça met les athlètes à risque également là, de déficit. Ouais, parce que tu sais, il y avait justement là, tu sais, les différentes classes là, on va voir ça surtout dans des entraînements à volume extrême, donc notre sport est un sport à volume extrême. S'il y a quand les atteintes poids ratio puissance, là, comme on parlait pour le vélo, quand le désir de minceur extrême aussi est en jeu, puis quand aussi des altérations physiques spécifiques au sport sont exigées par le sport lui-même, les coachs, la personne qui le pratique. Donc tout ça met à risque d'avoir des déficits d'apport, parce que c'est ça le fondement, c'est que l'apport est déficitaire. Puis je pense qu'il faut aussi mentionner que ça s'adresse pas juste aux sportifs élites, mais que n'importe quel sportif, même amateur, peut vraiment se retrouver dans cette situation-là. C'est pas parce que je suis un athlète qui vise des podiums sur des grandes courses que j'ai plus de risques de développer un RED, et c'est pas non plus parce que je suis un athlète amateur qui m'entraîne un peu moins que je suis protégé de ça. Non, puis dans ce que j'entends, le terme est surentraînement, mais l'entraînement est pas juste le facteur. En fait, il y a plein d'autres facteurs autour. Puis dans les questions que j'ai posées, j'ai Camille Hervé qui est de Québec, qui est une coureuse en trail, qui est physio, qui m'expliquait le côté aussi multifactoriel de il y a l'entraînement, mais il y a tout le reste, puis pas juste relié à ton sport. Quand on parle de récupération, de nutrition, tout ça est relié au sport. Tantôt tu parlais des sports esthétiques, le désir de minceur, c'est relié au sport. Mais quand on parle de coureurs amateurs, c'est des gens qui ont une vie en dehors aussi. Les athlètes de haut niveau aussi, mais ce que je veux dire, c'est stress, famille, emploi, tu sais, on s'entraîne pour notre sport, puis peu importe c'est quoi votre nombre d'heures d'entraînement par semaine, je veux dire, il y a tellement d'autres facteurs qui fait que ton 8 heures d'entraînement par semaine, des fois, il est super easy. Dans une grosse semaine au travail, les enfants sont malades, peu importe les réalités des gens, là, tous ces facteurs-là, je comprends qu'ils viennent aussi impacter, fait que
ça devient difficile de déceler la cause quand c'est 1 million de facteurs qui peuvent entrer en jeu. Ça, il faut voir le surentraînement aussi comme une forme de surmenage. Donc, c'est l'accumulation des stress. L'entraînement est un stresseur. Le fait d'être en déficit nutritionnel est un stresseur aussi. Le fait d'avoir eu une rupture amoureuse, d'être dans un milieu de travail qui me plaît pas, d'avoir toutes sortes d'autres situations dans mon quotidien, ce sont des stresseurs aussi. Puis une charge d'entraînement donnée peut bien passer si toutes mes autres sphères de ma vie sont bien équilibrées. Puis la même charge d'entraînement dans un autre contexte de vie peut être trop, puis ne pas passer, puis conduire à un épuisement ou à un surentraînement. Catherine, je te vois hocher de la tête. On reviendra tantôt avec ton histoire plus précisément reliée à ce que tu as vécu, mais en tant que professionnel de la santé, mais aussi en tant que coureuse qui l'a vécu, quand t'entends tout ça, moi, de quelqu'un qui l'a pas vécu, je me dis, aïe, il y a tellement d'affaires, comment on fait pour y voir clair? Toi, qu'est-ce que ça te dit, tout ça, quand t'entends le côté scientifique que JP raconte, le côté nutritionnel qu'Isabelle raconte? Oui, en fait, c'est quelque chose que j'ai vu beaucoup pour moi, ma situation personnelle, mais beaucoup aussi avec des patients que je côtoie au quotidien. En fait, ce que Isabelle vient de dire, c'est notamment plus important, je trouve, avec monsieur, madame, tout le monde, ou quelqu'un qui est pas un athlète élite, parce que cette personne-là, souvent, dans un sport qui demande beaucoup comme de l'ultramarathon, cette personne-là va essayer de s'entraîner autant qu'un élite, mais il n'y a pas les facteurs dans le reste de sa vie qui lui permet de récupérer autant. Donc, c'est là qu'on rentre vraiment dans un enjeu de surcharge générale, puis que tu es beaucoup plus propice, en fait, à développer ce genre de troubles-là. Ouais, puis ce que j'entends, c'est drôle, je fais déjà un lien avec le prochain panel parce qu'il est déjà planifié, mais dans plusieurs semaines, plusieurs mois, c'est un truc que je vais aborder, puis je ne volerai pas de punch, mais il y a une catégorie d'athlètes qui veut atteindre le niveau pour percer, puis on en connaît, il y a des noms qui nous viennent en tête, des Québécois, des Canadiens qui sont sur le bord de peut-être pouvoir lâcher leur day job puis d'être coureurs à temps plein. Mais en attendant, il faut qu'il y ait les performances pour aller chercher les podiums contre du monde qui font ça à temps plein. Puis je pense que c'est Mathieu Blanchard qui avait déjà expliqué la différence entre un athlète professionnel puis un athlète élite qui vit pas de sa vie de ça. C'est pas la durée d'entraînement, c'est le repos et c'est peut-être le suivi. Je suppose qu'un athlète élite professionnel qui fait ça de sa vie, Marianne est venue sur le podcast, tout le monde peut vivre un surentraînement, mais Marianne était venue puis avait raconté le nombre de professionnels puis la fréquence à laquelle elle voit ces professionnels-là. Peut-être que ces gens-là, chez Salomon dans son cas, savent déceler un début de surentraînement puis peuvent peut-être être là pour un problème à la cheville, mais il me semble que ce que tu vis là, c'est peut-être ça. Alors qu'il y a des tonnes d'athlètes amateurs qui consultent jamais parce qu'ils n'ont pas de bobo, il n'y a pas de signe, puis tu te mets un surmenage. Mais j'ai l'impression que les athlètes qui veulent peut-être essayer de percer sont d'autant plus à risque parce que ils vont aller chercher le 20 heures, 25 heures d'entraînement semaine, ils récupéreront pas, là. Tout à fait. Puis justement, au niveau des athlètes élites, ils ont les ressources qui sont mises en place pour pouvoir détecter tous les facteurs, tous les signes qui sont généralement assez vagues jusqu'à temps qu'ils ne le soient plus, jusqu'à temps qu'ils mènent à un bris dans ce que la personne peut faire. Parce que d'ici à ce bris-là, c'est tellement, ça peut partir de tous les sens un petit peu, c'est des symptômes généralement qui vont être progressifs, qui peuvent être associés à tellement de choses, que si une personne a pas nécessairement les connaissances, le niveau de conscience par rapport à ce qu'elle ressent, puis n'a pas non plus les outils autour d'elle ou les professionnels à qui se tourner pour poser des questions, pour un peu expliquer leur situation, c'est là que ça devient encore plus dangereux parce que ça peut persister pendant super longtemps. Je pense qu'il faut démystifier aussi la différence entre, là on parle de longue distance, de gros entraînements, mais quelqu'un qui se prépare pour faire son premier 15 kilos trail au QMT ou peu importe quel événement l'an prochain est aussi à risque parce qu'il y a plein d'autres facteurs autour, puis dans tous les cas, il va y avoir une surcharge, il va y avoir une augmentation d'entraînement, peu importe l'objectif, que ce soit de gagner en vitesse ou de gagner en kilomètres, en distance, il va y avoir un nouvel entraînement, il va y avoir des nouveaux facteurs qui vont embarquer, puis tout ce qu'on a dit tantôt, tout ce que vous avez expliqué comme facteur externe va venir jouer là-dessus. Fait que si t'écoutes ça puis tu dis mais moi je fais de la courte distance puis je fais ça au pace du bonheur, je suis pas à risque, peut-être moins, mais tout autant j'ai l'impression. Ouais, mais c'est ça qui va arriver, hein, parce que aujourd'hui avec ce qu'on voit sur les médias sociaux, les exigences, tout ça, on va voir aussi que le monde qui s'entraîne des 2D comme nous qui a des travails, mais ils vont s'entraîner aussi comme des élites, mais sans le repos qui est souvent. Puis tu sais, quand après ça, tu prends des équipes de haute performance sur le Tour de France, ils ont des physiologistes, ils ont des physiologistes qui regardent leur variabilité cardiaque, est-ce qu'ils ont assez de repos? Quand ils arrivent,
ils s'assisent. Ils sont couchés, ils sont dans des matelas de massage, ils ont des massothérapeutes comme Marianne nous disait qu'elle se faisait masser à toutes les journées qu'elle revenait là, de sa course. Ils ont des nutritionnistes, comme Isabelle, dans l'équipe. Ils ont un cuisinier dédié, ils ont des roulottes pour les alimenter, pour s'assurer qu'ils ont tous leurs micro-éléments. Tout est personnalisé. Puis, pour avoir écouté vélo, là. Ouais, puis pour avoir écouté les podcasts d'Isabelle, parce que je suis extrêmement choyé que de l'avoir avec moi aujourd'hui, mais elle doit voir beaucoup d'athlètes day-to-day qui ont des... Il faut qu'ils s'alimentent en plus au travers de leur vie de tous les jours, puis il faut que ça soit équilibré, puis ça prend des recettes, puis il faut qu'il manque pas de micro-éléments, puis... On n'a pas tout un chef cuisinier pour nous préparer tous nos repas, là, malheureusement. JP, t'es un futur animateur de podcast, j'ai l'impression, parce que t'as fait le lien directement vers le deuxième point qu'on s'était noté après le côté plus définition, c'est la nutrition. Rentrons peut-être un peu plus dans la science de la nutrition, puis ce qui peut être un facteur, parce que je trouve que c'est la chose sur laquelle on peut l'échapper solide, puis on parle souvent de nutrition de « la veille de la course, je vais manger ça, pendant ma course, je vais essayer de manger tant de glucides par heure ». Il y a tout ça, on l'a abordé 3 fois plutôt qu'une. Je pense que c'est pas à l'effort que là on veut l'aborder, c'est au day-to-day que ça peut avoir un impact, puis c'est là que des fois, moi le premier, là, je vais vraiment focusser sur mes apports. La semaine avant, je vais faire un peu plus attention. La veille, je sais ce qui marche. Puis quand je finis ma course, puis je fais un événement de 2 jours consécutifs, je sais qu'il faut que je mange dans la demi-heure qui suit. J'ai tout appris ça de toi. Ouais. Mais après ça, au quotidien... Quand la vie va vite, quand tu vas courir sur l'heure du dîner, que tu reviens, que tu as une rencontre. C'est là que ça prend le bord, puis que là, on peut rentrer dans la spirale du REDS puis du surentraînement. Exact. Mais c'est certain, parce que, bon, le REDS, on parle, c'est un déficit énergétique par rapport à ce que mon corps a besoin pour à la fois soutenir ma charge d'entraînement, mais aussi soutenir tous les autres besoins de mon organisme. Donc, faut pas juste penser à je veux récupérer de mon entraînement ou je veux nourrir mon corps pour l'entraînement, mais je veux aussi le nourrir pour tout le reste qui est un peu intangible, mais qui se passe quand même à l'intérieur de mon corps, puis que je dois soutenir. Puis, mon entraînement vient s'ajouter à ça. Puis mon plan d'entraînement, il est pas constant à travers l'année. Il y a des phases où je suis dans un volume qui est beaucoup plus bas, puis il y a des phases où je suis dans un volume beaucoup plus élevé. Et la grosse erreur que je vois chez beaucoup de gens, c'est que l'alimentation suit pas dans les phases où le volume augmente. Donc les gens ont des habitudes qui sont un peu constantes tout au long de l'année au niveau alimentaire. Puis quand on arrive dans les grosses phases d'entraînement, ça n'arrive pas nécessairement à suivre, autant au quotidien que même pendant ou autour de l'entraînement. Parce que c'est vrai que peut-être je suis capable d'aller courir mon 25 km avec juste un gel pendant un entraînement. Mais ça fait que finalement, pendant mon entraînement, je creuse déjà un déficit que peut-être je rattraperai pas non plus le reste de la journée. Alors que si je m'étais alimenté suffisamment pendant l'effort, que j'avais planifié une bonne récupération tout de suite après, c'est sûr que ça vient me donner un coup de pouce. Puis si j'ai plusieurs heures d'entraînement dans ma journée, c'est plusieurs heures aussi où je suis pas chez moi à pouvoir grignoter ou manger, donc des fois ça réduit le temps où j'ai la possibilité de manger. Si en plus je travaille, je suis dans un milieu où je peux peut-être pas manger en travaillant, mais je veux optimiser aussi les moments où je peux avoir accès à des choix alimentaires. Puis bien manger, ça dépend aussi de quels sont mes apports. Bien manger, ça veut pas dire avoir nécessairement la moitié de mon assiette en légumes comme le suggère le guide alimentaire canadien. Oui, c'est une belle recommandation. C'est une recommandation pour la population générale qui est majoritairement sédentaire. Donc, quand on est un athlète de plus haut niveau, ça se peut que par moment, il y ait moins de légumes dans l'assiette. Puis je dis pas de pas en mettre, ça en prend, c'est essentiel. Mais ça se peut que les féculents, les pâtes, le riz, les pommes de terre, y ait à venir prendre plus de place dans mon assiette par moment. Puis ça va être aussi bien mangé. Puis ce qui est important, tu sais, dans la bonne assiette, comme tu dis, puis je vais te relancer là-dessus, mais souvent, on dirait que les athlètes disent « faut que je mange des protéines », mais ce qu'on voit dans le RED, c'est que le déficit calorique lié au sucre est probablement un élément le plus important au niveau du déficit énergétique. Puis pour en avoir déjà discuté ensemble, oui, il faut mettre les protéines, puis des fois on met pas assez de protéines dans le matin, mettons. Mais aussi, ce qu'on voit là, c'est que dans le déficit calorique, l'élément le plus important est l'apport de sucre là, dans l'alimentation. Ouais, je dirais des glucides au sens plus large. Mais effectivement, les protéines, la grande problématique des gens, c'est qu'ils les répartissent pas bien dans leur journée. Mais globalement,
c'est rare que quelqu'un manque réellement de protéines dans sa journée, alors que les glucides, ben, ils ont mauvaise presse dans la population en général. Hein. Souvent, on les associe à, les glucides, ça me fait prendre du poids ou, ça peut amener des problématiques de santé. Moi, souvent, je dis, les glucides, c'est un peu comme l'essence que je peux mettre dans ma voiture. Si ma voiture, elle reste stationnée, puis je vais juste au dépanneur au coin de la rue, j'ai pas besoin de faire le plein très souvent. Mais si ma voiture, je la prends puis je fais des allers-retours Montréal-Québec à tous les jours, j'ai besoin de faire le plein. Puis si je fais des allers-retours Québec-Toronto, va falloir que je m'arrête en chemin pour faire le plein aussi. Donc c'est la même chose avec mon volume d'entraînement. Si j'ai un petit volume d'entraînement, j'ai besoin de moins d'apport énergétique, mais si j'ai un gros volume, je veux ajuster en conséquence. Puis je fais un lien avec ça parce que un élément que j'ai lu, que j'ai vu, que j'ai entendu, c'est en ce moment, ce qui est dur chez certains médecins de famille, chez certains professionnels, pour déceler le surentraînement ou le RED, c'est le fait que il y a peu de données, puis les données sont sur de la population principalement sédentaire. On se fera pas croire qu'on est beaucoup mieux que les Américains au Canada. Tu sais, on est une population, les moyennes générales sont très sédentaires, puis c'est ce que j'entends avec la nutrition. Comme tu dis, on entend les carbs, faut couper les carbs. Mais oui, ça, c'est des TikTokers qui veulent parler à monsieur, madame, tout le monde en faisant des phrases chocs, mais concrètement, ceux qui écoutent, c'est beaucoup du monde qui sont dans la course. Donc, la course moyenne, longue distance, les ultras, l'endurance, les triathlons. C'est complètement différent. On est une classe à part, puis prenez-le tout le monde. Vous êtes une classe à part. Vous faites partie d'une toute petite portion de la population qui est active. Que vous fassiez des 6 km ou des 600 km, on est différent. On est dans une partie de la population des plus actives. Puis là, les données sont différentes, puis on peut pas se fier que au guide alimentaire canadien. Je trouve ça intéressant de voir que c'est dans les glucides qu'il y a le plus de déficit, que les gens au quotidien vont aller. Tu sais, si à chaque jour t'en prends pas assez, au bout d'une semaine, c'est pas si peu, mais au bout d'un mois, tu te mets dans la merde, là. Exactement. Puis il faut voir aussi l'alimentation dans sa globalité. Puis il faut voir, c'est pas parce que il y a un déficit énergétique que nécessairement je vais développer un RED non plus. Faut pas faire une corrélation directe. Je peux par moment avoir un déficit énergétique parce que je recherche une perte de poids ou je recherche à venir ajuster ma composition corporelle, puis ça peut être fait de manière saine et tout à fait correcte, mais il faut voir que c'est un stresseur. Puis il faut monitorer les autres stresseurs en même temps. Quelqu'un qui vient me voir, qui me dit « je veux perdre du poids », puis qui est dans sa grosse période d'entraînement, qui se prépare pour une grosse compétition, je vais lui dire « peut-être qu'on pourrait attendre après ». Fais face à ton événement qui est dans 1 mois, puis on se reparlera après quand les autres stresseurs de ton quotidien vont être diminués. Ou si dans ta vie en général, c'est le bordel, c'est peut-être pas le moment de commencer à penser à perdre du poids. On va vraiment mettre ça dans une phase où c'est peut-être plus facile pour toi de l'intégrer. Quelque chose que tu as souvent démystifié sur le podcast, mais on le dira jamais autant, puis j'ai l'impression qu'il y a un lien avec le surentraînement potentiel, c'est la mode du jeûne intermittent. Puis je dis la mode, c'est plus qu'une mode, mais on l'entend vraiment beaucoup dans la population, puis je pense que ça permet des pertes de poids, c'est pas ça l'objectif, mais il y a beaucoup de monde qui voit des pertes de poids chez une population plus sédentaire, qui sont peut-être capables de se rendre jusqu'à 13 heures sans manger. À l'entraînement, il y en a qui le font, puis tu l'as souvent dit, le problème n'est pas le jeûne intermittent, c'est le fait que dans la fenêtre où tu manges, faut que tu manges tout ce que tu as besoin. C'est rare que les gens le font, puis c'est quand ils le font pas qu'ils perdent du poids. Mais pour la perte de poids, les études démontrent que le jeûne intermittent est pas plus efficace qu'une restriction calorique bien répartie dans la journée. Ça. Donc, de faire du jeûne spécifiquement pour perdre du poids, je considère pas nécessairement que c'est une bonne raison. Oui, ça marche pour certains, mais c'est pas nécessairement la solution pour perdre du poids. Après ça, il peut y avoir plein d'autres convictions personnelles pour faire du jeûne intermittent, puis ça appartient à la personne de déterminer si ça lui convient. Mais dans la fenêtre où je mange, je veux m'assurer de manger assez. Une des choses, moi, que je dis souvent à des athlètes qui décident de faire du jeûne, c'est ne va pas t'entraîner et rester à jeun des heures après ton entraînement. Si je m'entraîne le matin, avant d'aller travailler, mais qu'après ça, la prochaine fois que je mange, c'est sur l'heure du dîner, ça fonctionne pas, parce que là, ça vient jouer sur tous mes processus de récupération. Donc, oui, tu fais du jeûne intermittent, mais va t'entraîner le midi, puis mange après, puis dans ta fenêtre où tu manges, assure-toi que, oui, tu prends tes 2 repas, peut-être dîner, souper, mais tu rajoutes des collations, tu viens bonifier l'apport énergétique, là. Tu le disais tantôt, c'est pas parce qu'on a un petit déficit pendant une courte période qu'on est nécessairement en REDS ou en surentraînement, mais y a-tu des données, y a-tu des métriques qui nous amènent à voir c'est quoi le point de bascule où là, t'es en déficit, ça va, bang, là tu viens de l'échapper, là, ça fait trop de journées consécutives ou trop de longue période où tu tombes dans ce déficit-là? Ça, c'est un défi, même avec le REDS, dans le dernier consensus là, qui est sorti en 2023, on reconnaît que finalement,
c'est difficile chez un individu d'évaluer à la fois la dépense énergétique de manière juste, à la fois l'apport calorique aussi de manière juste, et donc de venir avec vraiment des standards, de dire, ben, à partir de ce seuil-là, tu es en res, puis avant ce seuil-là, tu l'es pas. Donc, c'est très, très difficile d'aller individualiser. On va vraiment plus travailler sur c'est quoi les symptômes qui sont perçus, puis de voir aussi, ben, est-ce qu'il y a quand même une accumulation de ces symptômes-là. Une des choses quand même à garder en tête, c'est si je suis en perte de poids toute l'année, il y a un problème. Ouais. Donc, on peut pas être en processus de perte de poids ou essayer de perdre du poids là toute l'année. On veut peut-être essayer de faire une phase, une période dans l'année ciblée, puis après ça, ben, de ramener un apport énergétique qui est suffisant quand on arrive peut-être à une phase d'entraînement plus intensive. Là. Je vous entends, j'ai l'impression que une des difficultés pour vous, professionnels de la santé, de le diagnostiquer, c'est que c'est pas comme, je sais pas, un rhume, tu commences à avoir des symptômes, t'as le rhume, puis quand t'en as plus, t'es encore contagieux peut-être, mais t'as plus le rhume. Là, les paramètres, le début, le milieu, la fin, c'est flou, puis ça doit être difficile aussi pour vous qui accompagnez des athlètes qui vivent ça, mais pour quelqu'un qui le vit aussi, tu sais, quand t'as une blessure, c'est pas une science exacte, mais ton physio peut te donner un horizon de c'est grave, on va arrêter longtemps, ou une couple de semaines, selon comment tu récupères, on va y arriver. Là, c'est quelque chose qui est... C'est un continuum. Ça me semble très intangible. Là. Exact. C'est un continuum, puis on peut être à une extrémité ou l'autre, puis ce qu'on veut, c'est essayer d'intervenir au début du continuum, mais quand les symptômes sont peut-être un petit peu moins apparents. Puis c'est là aussi où l'athlète doit apprendre à vraiment se connaître pour déceler moindrement des petits changements, être à l'écoute, puis réagir à ce moment-là. Parce que je peux réagir rapidement en réajustant mon apport énergétique, en prenant du repos et renverser la machine avant d'arriver à des conséquences plus graves. On a beaucoup parlé de ce que c'est le définir, mais JP, quelqu'un qui est en surentraînement, quelqu'un qui est dans cette situation-là, qui le vit, c'est quoi les symptômes, c'est quoi les signes? On va parler tantôt des choses pour le prévenir, ou peut-être des signes qui peuvent être des red flags, mais quand t'es rendu dans cet état-là, on n'a pas abordé comment tu te sens, c'est comment que ça se passe. Peut-être Catherine, n'hésite pas si ce que t'entends te rappelle des situations que t'as vécues. Hein? Ouais, puis tu sais ce qu'il faut dire aussi, hein, c'est que tu sais, comme médecin, on est sous-formé aussi face à ça. À vrai dire, les spécialistes qui sont les chiro, les physios, les ostéopathes vont souvent nous déceler ces patients-là avant même qu'ils rentrent dans nos bureaux. Puis quand ils rentrent dans nos bureaux, ben souvent on manque tellement de connaissances parce que là on est vraiment dans de l'expertise de pointe là au niveau de la médecine sportive là. Même quand on regarde juste les troubles hormonaux associés avec ça, on est encore plus dans le pointu. Puis il y a des erreurs qu'on pourra parler tantôt là à ne pas faire. Mais c'est dans le nouveau consensus de 2023, parce que avant on appelait ça la triade de l'athlète, là, donc on décrivait ça comme des troubles alimentaires, un arrêt des menstruations, puis des fragilations ou de l'ostéoporose. Donc là, en 2014, ils ont sorti le premier consensus. En 2023, c'est le dernier là qu'ils nous ont sorti. Là, il doit y avoir 15-16 pages juste d'informations là-dessus. C'est extrêmement complexe puisqu'on s'est rendu compte, c'est que c'était plus juste les 3 éléments de déficit d'apport, ostéoporose, arrêt des menstruations, mais que tout ça est une petite partie d'un continuum de problématiques. Fait que là, puis on le voit autant au niveau du surentraînement que au niveau du RED, mais si tes performances diminuent, si t'es plus capable d'avoir de l'explosivité, si tu commences à avoir des troubles de l'humeur associés avec ça, ça te tente plus trop d'aller courir, t'es tout le temps malade, t'as des problèmes digestifs, t'as des problèmes au niveau urinaire, t'as des fractures de stress qui t'amènent chez les spécialistes en question qui vont souvent nous les pointer vers nous. Donc, l'ostéoporose puis le retard menstruel était seulement une fraction de la problématique qu'on pouvait avoir. Puis dans ça, il y a un continuum aussi de profondeur. Donc, t'as le trait superficiel qu'on peut revoir dans de la périodicité. Là, t'augmentes ton intensité d'entraînement comme quand on fait des week-end shocks, on se met plus dans le rouge. Ben ça, c'est le très, très début. Mais après ça, t'as le très profond dans lequel l'athlète arrête complètement. Mm-hmm. Puis il peut en avoir pendant des années à se remettre. Puis, fait que ça, c'est l'extrême. Mais les choses vraiment... puis pourquoi on en a parlé chez la femme avant l'homme? Parce que ça touche les deux. C'est que le meilleur indicateur de la santé d'une femme, c'est ses menstruations.
Si tu veux savoir si mensuellement ça fonctionne bien, faut que tu sois menstrué. Puis là, on ne parle pas de menstruation sous contraceptif, hein. Dans notre jargon médical, on appelle ça un saignement de retrait. Ce n'est pas des menstruations. Vous ne pouvez pas tenir compte que quand vous prenez votre pilule, puis que vous l'enlevez, puis que vous saignez, c'est une menstruation, c'est une fausse menstruation. Puis ça, là, ça crée beaucoup de problématiques d'évaluation parce que ça va cacher le symptôme qui est le plus important chez la femme, qui est l'arrêt des menstruations. Donc là, comment on protège la grossesse nos athlètes, mais qu'en même temps, on garde des indicateurs de santé chez les athlètes-là. C'est vraiment extrêmement, surtout chez les jeunes, hein, on a beaucoup de difficultés à essayer de trouver un compromis parce que tous les anovulants, que ce soit un stérilet, des anovulants combinés, des anovulants avec une progestérone seule, causent tout de l'interférence parce qu'on fait de la suppression de cycle, puis là, on perd notre meilleur indicateur. Donc, le meilleur indicateur chez une femme sans contraception, l'arrêt des cycles. Les autres choses aussi là, qu'on disait, c'est si vous êtes fatigué, que vous devez diminuer votre entraînement parce que vous avez des blessures ou parce que vous êtes malade, si tout ça dure plus de 3 mois, ça commence à être vraiment très, très particulier. Puis ce qu'on voit aussi chez les athlètes, c'est qu'on ne parle jamais aux athlètes de leur cycle. Comment vont tes menstruations? Est-ce qu'elles sont régulières? Est-ce qu'ils commencent à s'écarter? Un athlète que ça fait 1 an qu'il n'est pas menstrué, là, c'est un très gros problème. Puis on dirait qu'au sein, tu sais, parce que là, on fait d'informations au grand public, mais s'il y a des coachs qui nous entendent, ils doivent évaluer ça. Puis on dirait qu'on est pris des fois entre est-ce que je suis trop intrusif dans la vie de mon athlète, mais c'est ton meilleur indicateur pour ton athlète. Est-ce que tes menstruations sont encore présentes? Puis c'est ça qu'on va essayer d'informer, hein, le public, les coachs, les organisations sportives, comment on peut protéger de la contraception puis tout ça. Fait que ça, c'est vraiment important. Puis chez l'homme, parce que ça existe chez l'homme, peut-être que l'homme a un peu plus de résistance sur le déficit énergétique dans lequel il va rencontrer ces problématiques-là. Mais les 2 choses les plus importantes, diminution du désir sexuel, diminution de l'érection matinale. Si les hommes perçoivent ça, puis que ça dure plus de 3 mois, ça commence à être un sérieux indicateur d'une problématique de testostérone. Hein. Parce qu'au final, on a parlé de plusieurs choses, mais c'est des dérèglements hormonaux de plusieurs du cortisol, des hormones sexuelles, puis à un moment donné, si on perd nos menstruations, c'est parce qu'on est en problématique au niveau des hormones sexuelles, puis si on perd l'érection matinale, c'est que la testostérone vient de baisser. Donc ça, c'est pas mal les indicateurs les plus puissants et les plus faciles. Mais après ça aussi, tu vas avoir l'athlète qui va être complètement off, tu sais, qu'on ramènera même pas avec du repos, avec l'arrêt d'entraînement, qui va en avoir peut-être pour 18 mois à s'en remettre, juste pour retourner dans tout ça. Puis j'ai un peu hâte, là, tu vas me dire que je passe encore la balle, mais l'athlète qui est avant de moi, je l'ai entendu dans l'épisode 6, puis je connais pas son histoire, puis j'aimerais tellement des fois entendre parler des athlètes qui ont des fractures de stress. La prochaine question, là, si vous êtes un coach, si vous êtes un ostéopathe, si vous êtes un physio, puis tes menstruations sont comment? Si elle vous dit qu'elle n'a plus, là commence à être le temps que moi et Isabelle, on rentre en jeu, là. Vois-tu, moi, c'est une question que j'ai beaucoup plus tendance à poser maintenant que j'ai été dans ce contexte-là. J'ai toujours eu une certaine conscientisation à ça. Je me souviens, quand j'étais jeune, j'ai eu des amis qui ont eu la triade à l'époque. Donc, ça avait déjà cheminé un bout de chemin dans ma tête avant même que je commence mes études en chiro. Ensuite, en chiro, c'est des choses qu'on apprend, des choses auxquelles on est éduqué. Mais j'avoue que ça a vraiment pris tout son sens quand moi j'ai commencé à développer ces symptômes-là, puis j'ai été beaucoup plus conscientisée. Donc c'est un petit peu mon objectif aujourd'hui de montrer, oui, le volet athlète, mais aussi le volet professionnel de la santé, parce que plus il y aura de professionnels de la santé de première ligne qui connaîtront les symptômes, qui vont oser questionner les athlètes, pas seulement, là je parle pour mon domaine à moi au niveau musculo-squelettique, qui vont aller au-delà de ça, tout en restant dans son champ d'expertise bien sûr, mais tout simplement pour faire du dépistage en fait, puis être capable d'agir à temps, puis référer les patients à temps pour que, en fait, leur santé soit optimale. Et je pense que tout le monde est gagnant, en fait, en faisant ça. Ouais, puis je pense que, tu sais, aujourd'hui, on veut pas alarmer les gens. Si tu te sens dans une petite période off où la motivation n'est pas là depuis 3 semaines,
c'était ton objectif A il y a 3 semaines, ça se peut qu'après tu aies une petite baisse. Il y a plein de facteurs dans la vie. Moi, je ressors de 18 mois où, oui, il y a des petites pertes de motivation puis il y a une fatigue extrême. T'as un jeune bébé qui travaille la nuit. Sur des courtes périodes, sans tous les autres symptômes que vous avez parlé, faut pas s'alarmer puis hey, j'ai écouté l'épisode, je pense que je suis en surentraînement. Calmons-nous. Par contre, c'est correct de consulter, puis je veux pas parler pour vous, mais je pense qu'il y a jamais un professionnel de la santé qui va dire hey, il est venu dans mon bureau consulter puis il était off là, j'ai perdu mon temps avec lui. Non, l'athlète, la personne a eu une crainte de quelque chose, a consulté parce qu'il y avait quelques signes entendus, il a lu des médecins Wikipédia, je veux dire on peut lire n'importe quoi sur Internet, mais des fois, quand tu as quelques symptômes, ça peut valoir la peine de lâcher un coup de fil à un professionnel de la santé, juste valider. Puis si tu n'as aucun des symptômes que vous venez de décrire, notamment JP, ben c'est peut-être juste un signe que, hey, prendre une petite semaine off, t'es peut-être juste fatigué des 2-3 dernières semaines qui ont été plus intenses au travail et dans ton entraînement, mais quand ça perdure, quand il y a des pertes de menstruation, quand il y a des pertes de testostérone, c'est des signes quand même assez tangibles. Là, c'est un bon red flag. Côté nutritionnel, est-ce qu'on va ressentir des pertes d'appétit ou y a-t-il quelque chose qui va venir jouer sur la nutrition? En fait, on comprend que la nutrition a un impact sur le surentraînement, mais est-ce qu'on peut le déceler à travers nos habitudes alimentaires? Faut voir, il y a plusieurs facteurs qui peuvent amener finalement un apport énergétique qui est insuffisant. On va voir des carences qui peuvent se déclarer, carences en fer, entre autres, qui peut être monitorée par une prise de sang. Faut également regarder s'il y a peut-être des troubles alimentaires. Donc, des fois, c'est une problématique qui est sous-jacente à un apport énergétique insuffisant. Donc, s'il y a une préoccupation excessive par rapport à l'image corporelle, par rapport à l'alimentation, c'est des choses à venir travailler parce que finalement, le déficit calorique peut provenir finalement de cette situation-là. Donc, ça, c'est quand même quelque chose à vraiment regarder plus en détail. Il y a une dernière question que j'ai avant qu'on passe au prochain segment. J'ai entendu parler, je me rappelle plus où, quand, comment, que de valider ses BPM, excusez le mauvais terme, valider ses fréquences cardiaques, pardon, je vais recommencer. Donc, de valider ses fréquences cardiaques au repos, le surentraînement pourrait changer les battements par minute au repos. J'ai entendu ça. Est-ce que c'est complètement farfelu ou parce que c'est de quoi que j'ai entendu plusieurs fois de plusieurs personnes que hey, faut valider ces battements parce que si t'es plus bas le matin longtemps, c'est peut-être un signe de quelque chose. Ça a-tu rapport ou c'est farfelu? Ben c'est surtout la variabilité là, rythme cardiaque là, qu'on voit beaucoup là, de choses là-dessus. Il y a des marques de montre aussi là qui sont capables là, de le faire, hein, qui vont le détecter là au repos là, ils vont checker la variabilité à interpulsation. Fait que ça prend quand même un équipement pour faire ça là. Tu peux pas il y a des bagues aussi là que ouais, c'est ça, tu peux pas faire ça de même le matin là puis regarder ton rythme, tu te dis ah ouais, je suis à 58 mais tu sais, je suis à 57 hier parce que c'est vraiment au niveau de l'électricité du cœur là, c'est l'intervariabilité, ça prend de l'équipement pour faire ça. Fait que c'est pour ça que souvent les athlètes élites vont avoir accès à ça, ils vont être monitorés en continu. Le physiologiste va regarder ça, il va faire OK là toi là, on va te mettre sur le repos un peu puis on va te faire sauter une compétition puis mais ça prend du monde qui soit capable de faire des lectures en tout temps. Il y a effectivement, bon, pas nécessairement nommer une marque, mais il y a une marque de montre qui ont mis ça de l'avant, là, de détecter la variabilité, mais je pense qu'ils commencent pas mal un peu tout à le faire. Mais c'est des métriques extrêmement poussées à interpréter. Fait que c'est pas de l'autodiagnostic, on est mieux de se valider ça nous-mêmes. C'est une fois qu'on a peut-être un cas de surentraînement, là, il y a peut-être des tests qui vont amener ça, puis là, c'est des professionnels qui vont analyser. Fait que si vous êtes à 58 d'habitude, puis vous vous levez pendant 2 jours à 50, pas de panique. C'est ça, je comprends. Parfait. Il peut y avoir d'autres choses à regarder. C'est intéressant parce que c'est quelque chose que j'ai entendu puis je me dis si ça avait été aussi simple que ça, on l'aurait dit, mais ça, on l'aurait entendu. Fait que, intéressant. Oui, vas-y. Pour compléter aussi, comme Isabelle a dit, au niveau nutritionnel, mais aussi, c'est que notre rôle, si d'autres spécialistes de la santé nous disent, ben moi, j'ai traité cet athlète-là puis il y a une fracture de stress, puis, by the way, elle m'a dit qu'il n'a pas menstrué depuis 1 an et demi. Bon, là, ça commence à être très intéressant, là, qu'on rentre en jeu, soit pour améliorer la nutrition, mais dans le bilan aussi de ça, mais il faut éliminer plein d'autres causes, là. Anémie, moi, j'ai vu plusieurs athlètes, bon, qui sont un peu plus connus, là,
qui ont quand même décelé des périodes d'anémie là, durant leur année, puis comprenaient pas pourquoi que leur performance diminuait. Problème thyroïdien, problème hormonal, effectivement, le patron hormonal chez la femme est d'aménorrhée fonctionnelle est vraiment est assez typique là, du RED, mais ça, faut les évaluer, puis c'est sûr qu'on va rouler une batterie de tests aussi là, pour être capable là, de parce que ça peut être bien simple, des fois, en même tu te rends compte, l'athlète était végétarien, puis ses apports en fer, puis là, on se retrouve avec des hémoglobines à 80, mais c'est sûr que ça avance pas bien. C'est pas nécessairement un RED, c'est pas nécessairement un surentraînement, il y a juste une autre cause qui peut expliquer ça, puis qui peut être traitée facilement. Ça fait partie de nos routines aussi, de descendre plein d'autres paramètres qui vont donner de la fatigue puis du manque de performance là. Donc quand on parlait du fer, mais effectivement toi tu dois ensuite des athlètes qui sont végétariens, donc qui ont des exigences particulières. Le fer aménique est très important. Des fois on n'a pas le choix d'aller vers un supplément aussi pour combler certains besoins chez certains athlètes, puis c'est pas nécessairement parce qu'il y a pas des apports énergétiques suffisants, mais parce que la demande est juste trop grande pour ce que je suis capable de manger, surtout si j'ai une diète qui est végétarienne, par exemple. Ouais, c'est super intéressant. C'est beaucoup de facteurs. C'est un sujet qui est complexe. Je pense faut l'aborder un peu de cette façon-là parce que il y a des choses qui sont beaucoup plus simples à déceler. Puis je pense des blessures physiques, c'est pas plus simple. Je dis pas qu'un job de physio de chiro, c'est plus simple, mais tu le constates, c'est la cheville est cassée, voici ce qui va arriver. Là, dans ce cas-ci, on parle de quelque chose qui, comme on le disait tantôt, les limites sont plus floues, c'est un peu plus intangible. On va continuer après la pause, on va se prendre une mini pause pour un message d'un partenaire, puis on poursuit au retour. C'est la minute de la coach. Et là, Natacha, j'ai su entre les branches que tu restais sur la thématique de l'épisode, c'est ça? Cette semaine, effectivement, je te parle aussi de surentraînement, mais d'une manière un peu différente. Je fais plusieurs programmes d'entraînement, dont un d'une cliente qui voulait faire le Cap Challenge Québec 70-3. Donc ça, c'est un triathlon sur route de longue distance et qui était aussi inscrite aux 80 km de l'Ultra Trail Arikana du Canada. Donc, elle s'est entraînée tout l'été pour les deux, avec un pic spécifique pour son triathlon. Après le triathlon, elle est revenue me voir, puis elle m'a dit « Natacha, je suis vraiment tannée de m'entraîner. » Elle dit « Je sens que le cœur suit, que le corps veut encore, mais elle dit « La tête est pas là, je me lève le matin et ça me dégoûte d'aller faire mon entraînement. » Je lui ai suggéré de prendre une pause de 2 semaines, puis ensuite de rediscuter ensemble pour réévaluer, 1, sa participation à l'événement de trail, puis de 2, la distance aussi qu'elle avait choisie. 2 semaines après, on a décidé de se réengager dans l'entraînement du 80 km avec douceur et bienveillance. Puis, ça s'est terminé par quelque chose de magnifique qui est un excellent résultat dont elle est très, très fière d'ailleurs. Fait que dans le surentraînement, oui, il y a l'aspect physique, il y a l'aspect physiologique, mais il y a aussi l'aspect mental. Quand on ne gagne pas notre vie avec l'entraînement, là, je dirais de garder ça toujours, mais toujours un plaisir parce que l'objectif, c'est de s'entraîner souvent et longtemps quand on fait référence à la vie qu'on a devant nous. Merci beaucoup, Natacha. Puis c'est avec ça qu'on termine notre année de Minute de la Coach. Le partenariat va se poursuivre dans une forme différente, mais je tenais à te remercier parce que je suis convaincu que tes conseils ont aidé beaucoup de monde. Ouais, on a décidé de faire ça différemment pour l'année qui va suivre. Donc, on va continuer les minutes de la coach moins fréquemment. Puis des fois, on va revenir un peu à la racine de la course en trail en ayant des invités spéciaux, des grands invités qui vont nous ramener un peu à la base. Ouh, j'aime ça, tu donnes des indices. Merci Natacha, on se parle très bientôt. Merci, puis vraiment là, merci pour ce que tu fais au niveau de la communauté de course. Je manque pas un de tes épisodes, puis j'essaie de suivre tous mes conseils. On est de retour avec notre panel, Isabelle, Catherine, JP, c'est vraiment très intéressant. J'ai goût de tourner le micro vers toi, Catherine. On en a parlé plusieurs fois dans l'épisode. Tu as vécu un épisode de surentraînement. Raconte-nous comment ça s'est passé, c'est quoi les signes que tu as vus dans le temps, comment ça s'est fait, puis comment on remonte la pente aussi. Oui, en fait, avant de parler de mon histoire à moi, je vais juste faire du pouce un petit peu sur ce que tu as dit, plutôt qu'il faut pas s'alarmer lorsqu'on a des baisses d'énergie, si on a des maladies. La vie étant ce qu'elle est, il peut y avoir plein de raisons pourquoi les signes de RED ou de surentraînement surviennent.
Mais c'est un petit peu aussi la difficulté du RED, c'est que c'est tellement non spécifique que une chose que j'aurais appris moi à travers ça, c'est de pas banaliser aussi les symptômes. Donc je reviens à mon histoire. Si je mets un peu les choses en perspective, je retourne plus tôt dans ma vie. En fait, j'ai fait quelques épisodes là, de surentraînement et RED au courant de ma vie. Donc dès mon très jeune âge, là, j'ai été impliquée dans le sport de haut niveau. Ça a commencé par la natation à l'époque. Donc, j'étais une athlète en natation. À ce moment-là, j'étais pas encore spécialisée. Je faisais de la natation l'hiver, du kayak l'été. Tout ça m'a mené à, en fait, faire du surentraînement à 13 ans. Donc, j'ai été diagnostiquée à 13 ans, surentraînement. Je dois arrêter de m'entraîner. Puis, je me souviens, c'était la fin de ma vie à ce moment-là. J'ai une image là, très, très claire d'être dans le bureau du médecin à pleurer ma vie, à penser que j'avais plus d'espoir de faire du sport dans ma vie. Tout ça, c'est rétabli tout de même, là. Mais les signes que j'ai eus à ce moment-là, puis que je rattache aussi à un autre épisode de probable surentraînement qui a jamais été diagnostiqué, par contre, mais qui a probablement mis fin à ma carrière de kayak, en fait. Vraiment fatigue, perte de motivation, diminution des performances marquées que j'arrivais pas à m'expliquer, surtout au moment où j'ai arrêté ma carrière de kayak. Il y a personne autour de moi non plus qui a allumé. Puis je vais pas mettre ça sur la faute de personne, c'était à moi également de prendre mes responsabilités puis de lever des flags. Par contre, quand t'es dans la situation, t'es dedans, tu le vois pas, puis un des caractères d'être un athlète, en fait, c'est que tu veux tellement, il y a rien qui peut t'arrêter, en fait, jusqu'à temps que tu sois coulé au fond de l'eau, là. Des fois, il y a les yeux rivés sur un objectif, puis s'il y a quelque chose dans le chemin, ben, on va rentrer dedans, puis on va continuer, tu sais. Exactement. Donc, l'importance, là, qu'on disait plutôt d'être bien entouré, d'avoir vraiment des bons professionnels autour de soi qui prennent soin de toi, pour te sortir un petit peu de ta bulle, pour te faire un petit peu un reflet de la situation que tu vis, pour te permettre de mieux identifier ces choses-là. Moi, en tout cas, c'est quelque chose qui m'aurait beaucoup, beaucoup aidé à l'époque. Donc, ça a été vraiment plus mes périodes de surentraînement. Possiblement qu'il y avait un aspect nutritionnel à ce moment-là aussi. Ça a été vraiment dénoté le surentraînement, du moins quand j'étais très jeune. Donc, je skip quelques années. J'ai commencé à courir après avoir arrêté de faire du kayak. J'ai augmenté mon volume. Puis, j'ai eu des bobos, des fractures de stress, qui étaient pas nécessairement dans un syndrome. Mais ça fait partie quand même de mon historique, là. J'ai besoin de mes deux mains pour compter mes nombres de fractures de stress. Ah ouais? Ouais. Pardon? Et tes menstruations, ils étaient comment en dessous? Assez généralement bien, jusqu'à... ça viendra plus tard dans l'histoire, là. Mais c'est une excellente question qu'on aurait dû me poser. Il peut pas dire dans la première partie de l'épisode de poser les questions, puis là, de pas la poser rendu dans le cas clinique, là. Ensuite, je suis entrée en chiropratique. Donc, ce qui m'a amené à avoir un entraînement de course qui était pas constant dans l'année. Donc, je pouvais m'entraîner très fort pendant certaines périodes de l'année, mais pendant toutes les sessions, je valorisais vraiment de mettre toute l'énergie sur l'apprentissage, le développement de mes compétences pour devenir la meilleure chiro possible, pour pouvoir aider le plus d'athlètes possible. Ce qui fait que dans l'année, mon volume n'était pas constant. J'ai l'impression que possiblement dans les périodes où j'avais beaucoup de volume, j'étais dans un certain déficit calorique, mais qui était jamais assez long pour que ça me crée réellement des problématiques. Donc, comme on a expliqué plus tôt, là, c'est vraiment un continuum. Puis, tu peux être en déficit énergétique pour une certaine période sans que ça cause de problème. La problématique, en fait, que j'ai eue, c'est lorsque j'ai gradué. Tout d'un coup, ben là, c'était la liberté de pouvoir m'entraîner, là, c'était miraculeux, en fait, là, j'avais plein de projets en tête. Puis, j'ai adapté ma nutrition parce que c'était un enjeu qui était important pour moi. Donc, depuis mon tout jeune âge, je baigne dans le sport de haut niveau, j'ai été exposée à divers nutritionnistes, à divers points de vue, mais ça a toujours été quelque chose qui était important pour moi. Donc, j'ai toujours fait attention. Mais clairement, j'ai pas fait assez attention. Ce qui a été un petit peu le piège dans lequel je suis tombée. Donc, j'ai augmenté mon volume de façon plutôt intéressante, là. J'ai une bonne périodisation. Des fois, je m'excite un petit peu parce que j'aime ça.
tu sais, je calculais quand même beaucoup de repos, puis j'étais relativement attentive aussi à lorsque j'avais besoin de repos. Des fois, en fait, j'avais des signes un peu trop clairs que j'avais besoin de repos, que j'aurais peut-être dû aller mieux plus tôt. Mais bref, comme on dit, c'est tellement intangible les symptômes que quand on est dedans tout simplement. Donc, j'ai augmenté mon volume de course, puis c'est là que les premiers symptômes sont apparus. Donc, si je reviens, en fait, les premières apparitions de symptômes ont été à l'automne 2022. Mais comme on dit, c'est pas tranché au couteau. Donc, je sais pas depuis combien de temps ça se tramait. Je ne sais pas exactement comment ça s'est installé. Mais quand je fais le recul de tout ça, parce que dans le moment, je peux pas le voir, c'est vraiment avec la rétrospective là que j'arrive à bien identifier un petit peu la ligne du temps puis le continuum là de ce qui s'est passé avec moi. J'ai été malade. J'ai été malade tout l'automne, tout l'hiver, tout l'été, là, jusqu'à l'été, dans le fond, 2023, qui est pas l'été qui vient de passer, l'autre d'avant. Fait que là, j'étais tannée d'être malade. Avec raison. J'ai l'impression d'avoir passé l'hiver avec un masque. Fait que ça a vraiment été la première chose. Mais encore une fois, c'est facile d'attribuer ça à des facteurs externes. Donc, c'était ma première année de pratique. Je suis exposée à plein de gens. C'est normal que je sois malade. Quand j'étais athlète à l'époque, j'étais tout le temps malade. Une petite cloche qui allume. Mais bref, c'était facile d'attribuer ça à autre chose. Donc bon, je continue ma vie, je fais mes petites affaires, je m'entraîne. Puis plus au courant de l'hiver, j'ai vraiment remarqué une diminution de ma capacité à encaisser l'entraînement. Donc c'était vraiment, ma récupération était très difficile, beaucoup de fatigue. Surtout le lendemain de mes longues sorties. Donc moi j'ai un horaire assez flexible, donc ça me permettait de faire un peu trop de longues sorties dans ma semaine. Puis le lendemain de mes longues sorties, souvent je me levais le matin et j'avais de la misère à me lever, puis finalement je partais pour un 5-7 km, puis je finissais par en marcher la moitié parce que je n'avais pas le jus pour courir, c'était même pas étant une option. Puis ça a commencé à jouer un petit peu au niveau du plan psychologique, parce que là t'es comme, voyons, c'est-tu ma motivation qui est pas assez forte? Est-ce que c'est parce que je suis pas capable de persévérer quand c'est difficile? Mais tu sais, c'était vraiment une constante, là, semaine après semaine. Donc, encore une fois, c'est facile avec le recul de dire, bon, ben, c'était évident, hein, il y a quelque chose qui se passait, mais c'est ça, je suis tellement déterminée par les objectifs que j'avais. J'aime ce que je fais, ça me drive, donc c'est difficile à mettre le doigt dessus quand on est dedans. La troisième chose qui m'a flagué un petit peu à ce moment-là, ça a été le constat d'une perte de poids. Donc, c'était pas quelque chose qui était désiré dans le processus, jusqu'à ce qu'à un moment donné, je me rende compte que mes vêtements sont rendus trop grands, faut que je m'achète des nouveaux vêtements. Là, j'étais OK. Puis, ce qui est drôle là-dedans, en fait, j'ai de la misère un petit peu à me l'expliquer parce que je ne pense pas qu'il y a un corps pour courir, mais soudainement, je me sentais comme légère, puis j'avais, entre guillemets, l'impression d'avoir le corps d'une coureuse, puis c'est totalement wrong de dire ça, je sais pas comment l'expliquer, je prône pour la diversité des corps, mais je me sentais comme ça. Puis, c'est drôle parce que c'est un facteur qui est vraiment identifié dans la littérature, parce que ça peut avoir, la perte de poids, en fait, peut avoir un effet bénéfique à court terme, autant pour la performance que l'aspect social de la chose. Puis ce que j'ai trouvé drôle avec le recul, en fait, c'est que je me faisais beaucoup parler, pas de ma perte de poids, mais disons, je croisais quelqu'un dans la rue, puis les gens, ils me disaient « Ah, t'as l'air vraiment en forme! » Je pense que ça renforçait quand même le fait que, j'aimais ça quand même, là, me sentir comme fit, légère, oui, athlétique. C'est pas quelque chose qui m'était vraiment arrivé dans ma vie dans les dernières années, du moins. Je suis pas quelqu'un qui a un cure-dent dans la vie, là. Mais là, j'étais rendue un brin osseuse. C'était pas extrême. Puis, encore une fois, c'est pour réitérer le fait que ça peut arriver à n'importe qui. J'ai jamais été... j'ai jamais eu une masse adipeuse qui était super maigre. J'aurais jamais pensé que j'aurais été une personne type, en fait, pour avoir ça. J'ai pas de troubles du comportement alimentaire, j'ai pas une masse adipeuse qui est très très faible, j'ai pas de problème psychologique qui me met à disposition de ça. Par contre, j'ai quand même des petits traits, donc perfectionniste, je suis vraiment drivée par les objectifs, capacité de souffrir aussi. Fait que là, c'est un petit peu moins dans le contexte de perte de poids, mais capacité d'entraînement, je reviens là-dessus parce que c'est quand même important.
quand un coureur, on est habitué d'avoir mal au quotidien, donc on est capable de souffrir puis de prendre sur soi un petit peu, ce qui devient encore plus difficile de voir la limite et les où. Ça, c'est la limite. Comment on la fixe, la limite? Je sais pas si vous avez une réponse à ça, mais... Ben, elle est pas à la même place pour personne. Ben, c'est ça. Puis ça dépend des contraintes qu'on a au day-to-day aussi, hein, parce qu'au travers de ça, t'étais une jeune chiropraticienne qui commençait à travailler, donc t'avais des responsabilités probablement au travers de ça, hein, qui t'incombaient. Hein. C'est extrêmement difficile quand on travaille comme praticien au début. De pas n'oublier, de vouloir donner les meilleurs soins, d'être gentil, de réussir, hein, c'est extrêmement exigeant. Puis on dirait que tout est nouveau, là, même si ça fait des années que t'es là-dedans, là, tu veux... on dirait que t'apprends tous les jours, hein. Fait que, tu sais, rien que ça, en plus, tu vivais ça, hein, parce que moi, je t'ai déjà entendu en 2020 quand tu parlais que t'étudiais et que tu t'entraînais, mais tu t'entraînais par périodicité puis t'étudiais à d'autres moments. Donc, probablement que t'avais une certaine récupération, sauf que là, t'étais dans le continuum. Puis les autres choses, ben, qu'on va voir aussi, qui peut être une contrainte. Toi, tu dis, moi, mon objectif A s'en venait, donc tu ne veux pas arrêter, tu veux continuer, tu veux te rendre, tu peux être blessé. Ouais. Mais quand aussi la contrainte devient, je vais bien, je veux continuer de performer, puis cette performance-là va peut-être m'amener la liberté d'avoir un sponsor, va peut-être me permettre d'avoir accès à des revenus de publicité, ça va me permettre de me positionner puis de faire des posts sur Instagram puis qui vont peut-être m'amener une certaine notoriété. Faut pas l'oublier, là, ça, là, c'est des stresseurs qui peuvent creuser notre tombe, là. Tu sais, quand ta performance que tu vas faire, on parlait de l'UTMB, moi puis Yann, puis qu'il y a à peu près 70% des gars qui ont arrêté à 20 km 80. Ben, les élites, là, ouais. Ils ont-tu pris le départ pour se montrer ou ben non, il y avait la fougue puis toute la force pour le faire. Tu sais, après ça, est-ce que tu vas te blesser si tu fais ça? Tu sais, la ligne est tout le temps très, très mince. J'ai l'impression qu'il y a une pression. Tu sais, j'ai rencontré 200 quelques invités avec le temps, puis j'ai des amis dans le trail, puis tout le monde est différent. Mais il y a des traits quand même qui sont similaires. L'intensité, la passion, c'est toutes des côtés que j'ai eu toute ma vie dans tout ce que j'ai fait, puis qu'il y a toujours un petit penchant négatif à une passion intense pour quelque chose, une intensité dans ce qu'on aime. Puis je pense qu'il y a une espèce de... le terme anglais, c'est overachiever. Tu sais, jeune professionnel qui sort de l'université, comme tu disais, JP, veut performer. Il y a beaucoup de monde dans le trail qui a ce petit côté-là, peu importe si le monde finisse premier ou dernier d'une course, on a tout ce petit côté-là, on fait ça pour repousser des limites, on s'en va jouer dans une zone qui est intense, on aime être dans cette intensité-là, ça amène une pression, puis comme tu dis JP, une pression dans le sport lui-même. Puis, tu sais, Anne Champagne est venue récemment sur le podcast, elle est venue à quelques reprises, puis elle en a parlé, elle aussi, d'un surentraînement, puis d'une pression qui vient de l'externe, une pression qu'on peut se mettre, puis c'est quoi qu'on entend beaucoup chez des athlètes professionnels, mais chez des athlètes de tous les niveaux, d'une pression de « Hey, moi, je fais ça dans la vie, je me mets une pression. Moi, je fais pas ça dans la vie de la course. Zéro. Mais je me suis inscrit à une course, ça m'a coûté 500$ pour avoir mon dossard pour tel événement. Il y a un voyage relié à ça. Il y a des coûts, il y a une pression. J'ai pris des vacances pour ça. Je peux pas abandonner mon projet un mois parce que je fais le pas. Puis c'est une pression qui est immense. Hein. Puis, tu sais, des fois, en trail aussi, il y a beaucoup la volonté de faire la distance d'après. Mm-hmm. Donc, la personne qui serait peut-être vraiment satisfaite d'arrêter à un 25 km, mais que là, tout le monde dit « Hey, mais l'année prochaine, tu t'es inscrit au 42. » Ou « Ah, ben là, t'as réussi 42. L'année prochaine, tu t'es inscrit au 65. » Mais peut-être que dans la vie de cette personne-là, ça fonctionne pas, l'entraînement pour un 65, puis c'est la petite goutte de trop qui va faire déborder aussi, finalement, puis amener des symptômes. Ouais. Puis qu'est-ce que je vais faire, moi, l'année prochaine à l'UTHC? C'est un bon move. Hein? Parce que ça, c'est tout le temps la question. Si t'as réussi à faire l'UTHC 42, t'es content, là, tu sais, ça a duré. Moi, je suis pas une élite, là, je suis un coureur mid-packer, là, qui court pour sa santé puis qui essaye de mettre le sport au sein de sa vie pour être en santé. Parce que, tu sais, je me trouve un peu mal placé comme médecin que de donner des conseils en alimentation puis en sport si t'en fais pas, là. Je trouve ça un peu, tu sais,
t'es un peu placé comme moi là pour ça, en lien avec ça. Mais tu sais, la question, c'est que la journée où tu finis l'UTHC 42, ben les courses de l'année prochaine, ils ouvrent 3 jours après. Puis tu sais, on nomme ça, mais ça peut être n'importe quelle autre course. Là. On a toutes plein de belles courses au Québec. Là. Mais c'est toujours le défi de dire, est-ce que je vais être capable de passer au prochain Next? Mais est-ce que je vais, en m'en allant sur mon parcours, me blesser ou avoir une fracture de stress 1 mois avant parce que je vais pousser trop la machine? Fait que moi, ben, ce que j'ai fait, c'est que je me suis acheté un dossard 28 et 65. Fait que j'ai pas pris de chance. C'est très... ouais, parce que à vrai dire, j'ai aucune idée de où ce que la vie va m'amener, où ce que je vais être, quel temps je vais mettre à faire là-dedans. Bon, je sais très bien qu'un 28, je suis fort probablement capable de rentrer ça là, dans ma vie tous les jours parce qu'on fait déjà ça. Mais je trouvais que j'étais dans une position un petit peu limite là, dans le temps là, que je pouvais mettre au travers de nos vies là, personnelles. Fait que moi j'ai pris les deux. Puis j'ai expliqué ça à Yann à un moment donné. Il dit, tu vas faire quoi l'année prochaine? Ben, je sais pas, mais les deux. Avis aux auditeurs, il risque d'avoir un dossard à vendre aussi l'année prochaine, là. Les courses se remplissent vite, c'est sold out vite, mais le mois avant, tu peux avoir un dossard pour toutes les distances de toutes les courses, hein? Catherine, continuons dans ton récit. On est parti sur une chire, puis j'en suis responsable, mais revenons à justement le point où t'en étais rendu, oui. Là. Donc, on disait que on était... rendu où? On était malade. Oui, on était très malade. J'ai été malade. Ouais, j'ai été tellement malade. Ma capacité à encaisser l'entraînement, la perte de poids à travers tout ça. Puis après ça, c'est vraiment les signes qui m'ont vraiment, tu sais, les red flags qu'on parlait tantôt. Puis c'est là que j'ai vraiment commencé à allumer qu'il se passait quelque chose. C'était pas juste dans ma tête tout ça, tu sais, un peu la difficulté que j'avais eue les derniers mois. Donc, le premier red flag qui m'est apparu, c'est l'absence des menstruations. Donc, ça, c'est arrivé vers la fin du printemps 2023. Donc, ça faisait quand même quelques mois déjà que je traînais tout ça, mais j'avais pas rien qui m'avait fait encore là, réaliser l'ampleur de la chose. Donc, 1 mois passe, 2 mois passent. Au 2e mois, j'aime pas bien ça. J'ai commencé à me dire, je vais prendre un rendez-vous chez mon médecin. 3e mois, ça arrive toujours pas. Là, je dis, merde. Parce que, justement, je connais ça, je connais la théorie, c'est un sujet qui m'intéresse, qui me passionne même. Jusqu'à ce que ça t'arrive toi, puis là, ça te passionne plus, ben. Bref, j'avais beaucoup de questionnements, beaucoup d'inquiétudes. Puis, mon objectif A de l'année, qui était Bromont, arrivait comme très, très prochainement. Donc, je me suis dit, bon, je vais consulter à la fin de ma saison, quand ça sera fini, quand ça va être fini, on va investiguer ce qu'il y a investigué, puis ça va être correct. D'ici là, bon, quelques semaines de plus, quelques semaines de moins, dans ma tête, j'étais, bon, ça va être correct. Ça va le faire. Et finalement, ça l'a pas fait. C'est toutes les... Ouais. On va se rendre, on va... Ouais. C'est toujours ce qu'on espère, en fait. Mais quand on parle surtout de la santé physiologique, en fait, faut pas niaiser avec ça, en fait, là. Puis, ce qui est arrivé devait arriver, en fait, jusqu'à temps que j'aille mon autre red flag. Finalement, c'est pas mon absence de menstruation qui m'aura amené chez mon médecin, c'est une très bizarre de blessure. Donc, à la fin de l'été, j'ai commencé à avoir des vraiment bizarres de symptômes au niveau du genou, quelque chose qui ressemblait à rien. Donc, j'ai consulté mes collègues, honnêtement, personne ne savait vraiment ce que j'avais, mais on a géré les symptômes, ça gérait. Donc, on a réussi à me faire courir jusqu'à Bromont en faisant des adaptations. J'ai réussi à courir une partie de Bromont. Somme toute, ça n'aura pas été mon genou qui m'aura arrêté. Par contre, le lendemain de mon Bromont, mon genou était gonflé comme un ballon. Donc, on se questionne encore plus à savoir qu'est-ce qui se passe. T'étais sur quelle distance à Bromont? Le 160. OK. OK. Faut que ça passe. Oui, c'est ça. Et tu l'as complété avec ça? Je l'ai pas complété. OK, tu l'as pas complété. Mais c'est pas le genou qui m'a arrêté, okay. Par contre. J'avais des craintes. Donc, tu sais, les semaines avant Bromont, ça allait en fait, somme toute, assez bien. Okay. Là. Mais tu sais, je regarde des photos de Bromont, mon genou, il était peint de partout. Ah ouais. Ça l'a pas fait ça non plus. Bref, après Bromont, je prends une petite pause, j'essaie de recommencer à courir
incapable de commencer à courir. Puis là, je dis, bon, je vais prendre un plus long off-season. Donc, après 3 semaines, après Bromont, j'ai essayé de recommencer à courir. Incapable de courir. Je commence à avoir vraiment de la douleur dans mes activités de la vie quotidienne. Mon genou enfle avec mes activités de la vie quotidienne. Donc, je suis allée voir le médecin. Puis, c'est l'IRM, en fait, qui aurait démontré une fracture de stress de haut grade de la patella. La patte, là. Ouais, de la patella. Donc, c'est une fracture de haut risque. Ouais, la rotule, la palette du genou, le petit os en avant du genou, c'est une fracture qui est excessivement rare, là. Il y a très, très, très peu de cas dans la littérature. Ah ouais. Puis, une fracture à haut risque, c'est un des indicateurs assez importants là, d'un REDS. Donc, c'est ce qui aura bouclé la boucle là, au niveau de ma symptomatologie clinique. Suite à ça, il y a eu des investigations, là, prise de sang qui aura démontré là, d'autres carences en fer, carences en vitamine D. Donc, ça, c'est mon portrait clinique du REDS. Puis, ce qui est fou, c'est là, on est 1 an plus tard, 1 an en fait, jour pour jour, post-Bromont. Puis, je suis encore en train de gérer ça. Puis, je me considère quand même chanceuse parce que, bon, là, il y a eu mon genou qui m'a beaucoup limité, mais j'ai les connaissances que même si c'était pas mon genou, j'aurais consulté parce que je connais ça. Je sais que là, j'avais mis les pièces du puzzle ensemble. Mais quelqu'un qui ne reconnaît pas les signes, c'est là que c'est dramatique parce que ça peut durer 6 mois, ça peut durer 1 an, 2 ans. Il y a des gens qui t'offrent ça pendant des années puis qui le normalisent aussi. Puis ça m'amène un petit peu à parler de ce qu'on parlait tout à l'heure. Il y a une certaine normalisation de l'absence de menstruation, puis ça ne devrait pas. Comme tu disais tantôt, Jean-Philippe, c'est un indice très, très important de la santé de la femme. Donc, ça ne devrait jamais être banalisé, que ça fasse 1 mois, 2 mois, puis encore moins, plusieurs mois. Là. J'ai envie de te poser la question. Là, tu as fait les bilans sanguins, t'as su que c'était ça, t'as soigné ton genou. Ça ressemble à quoi les mois qui suivent? On le disait tantôt, c'est intangible, il y en a que ça va peut-être plus rapide, puis après ça, j'aimerais entendre JP et Isabelle là-dessus, mais du moment que t'as su que c'était ça, c'est quoi les étapes qu'on met en place? C'est quoi je veux dire, une blessure, on le disait tantôt, physique? Il y a un processus, il y a une connaissance là-dessus. Là, tu le sais que t'es en REDS, tu le sais que t'es en surentraînement. Comment on planifie la suite? En fait, j'ai été chanceuse un petit peu dans ma malchance parce que j'avais une blessure physique très importante qui m'empêchait de vraiment m'entraîner. Donc, au début, on a beaucoup géré mon genou. Puis comme c'est une blessure qui est très peu connue, personne ne savait vraiment comment la gérer. Il y a eu un petit peu d'essais d'erreur de la part de l'équipe médicale. Donc, j'ai vu médecin du sport, j'ai vu un orthopédiste, puis on a un peu navigué à travers ça selon l'évolution des symptômes. Mais il n'y avait pas vraiment d'amélioration là après plusieurs mois, puisque je réalise avec le temps, il y a probablement plusieurs facteurs qui ont fait en sorte que j'ai éventuellement pris du mieux. Mais lorsque je réfléchis à la temporalité des événements, en fait, c'est quand j'ai complètement arrêté de m'entraîner. Donc, il y a une certaine période où je pouvais nager avec un pool sans pousser du mur. C'était incroyable. Vraiment tough sur les bras. J'ai commencé progressivement parce que ça fait longtemps que j'avais pas nagé, mais il y a eu une période aussi où que je nageais un petit peu de façon intense. Puis, tu sais, ça guérissait pas mon genou, en fait, là, jusqu'à temps que, là, je sois complètement immobilisée avec une attelle qui m'empêche de plier le genou, plus la possibilité de nager. Puis là, j'ai commencé à avoir des améliorations au niveau de mes symptômes. Tout le reste est revenu. Tout le reste est revenu. Donc, j'ai eu aussi là de la supplémentation pour normaliser tout ce qui est au niveau du bilan sanguin. Ça, ça remonte tranquillement. C'est quelque chose qui est long à revenir. Et côté énergie aussi, là, c'est pas mal au courant de l'hiver que c'est revenu également. Puis là, j'ai recommencé à courir il y a quelques mois déjà. Ça a été un long processus. Là, j'ai été en béquille 4 mois. Là. Donc, c'est tout le reste au retour. C'est tout le retour à l'entraînement, c'est de recommencer à zéro. Je veux dire, en fait, on revient, mais exact. Je suis encore en train de réapprendre à bien descendre un escalier, parce que j'ai été immobilisée vraiment longtemps. Donc c'est fou les effets aussi que ça peut avoir, oui, sur la santé physiologique. Vous pourrez en parler tout à l'heure. Moi, si je prends vraiment ma paroisse là, au niveau de la santé musculo-squelettique,
c'est terrible les effets que ça a. Ouais. Je réapprends à bien marcher. Sur une longue période, c'est ça qui est dramatique aussi, parce qu'au final, on fait ce sport-là parce qu'on aime ça bouger. C'est la raison numéro 1, normalement, là. Ça m'a amené un petit peu à cette réflexion-là aussi cet hiver. J'ai eu beaucoup de temps pour me questionner, puis c'est assez dramatique quand tout ce qu'on fait, on le fait initialement pour la santé parce qu'on aime ça, puis les décisions qu'on prend, qui sont pas nécessairement conscientes, nous amènent à saboter notre santé, en fait. Ça a été assez difficile pour moi de vivre ça. Ouais. C'est une récupération physique, physiologique, mais il y a un côté mental à tout ça aussi. Puis, tu sais, les gens qui écoutent, qui ont pas été blessés récemment, on s'habitue à ça. Puis, tu sais, tu te blesses ou t'arrêtes quelques jours pour X raison, puis on le sent que notre corps en a besoin. Là, c'est de se retrouver dans cette situation-là, mais sur une longue période. Fait que c'est un défi juste de revenir d'un Reds, mais en plus, t'as le côté bien-être qui te manque parce qu'on met beaucoup de temps dans ce sport-là, puis ça nous apporte beaucoup, mais ça peut aussi nous jeter à terre, là. Ah, définitivement. Puis justement, l'importance de le prévenir, en fait, c'est que ça a tellement un impact sur la vie parce qu'on diminue l'activité physique qu'on fait. Souvent, l'activité physique, quand t'es impliqué dans un sport comme ça, c'est tout l'aspect social. Moi, c'est au travail, c'est la relation que j'ai avec mes amis, c'est la relation que j'ai avec mon conjoint, que ça nourrit beaucoup notre relation aussi. C'est nos voyages, c'est mes activités de fin de semaine, c'est ce qui me drive aussi dans la vie. Fait que oui, ça apporte des défis de se faire couper ça du jour au lendemain sans vraiment possibilité de... En fait, t'es isolé de tout ce que t'aimes. Puis ça aussi, tu sais, quand on aime faire ça, puis qu'on on est obligé d'arrêter ou on se fait arrêter par notre corps, ça aussi, ça peut entraîner des détresses, là, des troubles de l'humeur, tu sais, c'est ça qu'on veut qu'on comprenne dans, tu sais, l'interaction qu'on fait ici aujourd'hui, c'est qu'à un moment donné, quand on étire trop l'élastique puis il pète. Mais il pète très solide, là. Tu sais, t'as vécu un raid de haut niveau. Moi, j'aurais aimé ça de bilanter au niveau de tes hormones sexuelles puis de te faire une ostéodensitométrie aussi pour savoir quelle densité osseuse que t'as, là, je serais extrêmement intéressé de savoir ça, parce que il était très très loin, là, tu sais, t'as une fracture quand même très rare, hein, comme tu disais. Il y a des fractures plus à plus faible risque ou à plus haut risque là, dans la fracture de stress. Mais c'est sûr que effectivement, les fractures de stress à haut risque, eux autres, faut qu'on se questionne sur ça, là, effectivement. Fait que je le souhaite pas à personne. Prévenons, puis c'est un petit peu la raison pourquoi je suis là aujourd'hui. C'est un sujet qui est pas évident à parler, surtout quand tu portes le chapeau de professionnel de santé. C'est un sujet qui est tellement important, autant chez la femme que chez l'homme, que parlons-en de nos symptômes. Plus les gens vont être informés, plus les gens vont être conscients de leurs propres symptômes, mieux ça va être. C'est quelque chose que je tiens à marteler parce que on veut tous être des coureurs en santé, en fait. On veut tous être heureux, on veut tous se dépasser à travers ça. Mais si tu dépasses l'élastique, ben la capacité de l'élastique à s'étirer, ben ça pète. Ça va péter un jour ou l'autre. Moi, je te remercie de vouloir venir le partager parce que, je veux dire, c'est de replonger dans un moment pas le fun, mais c'est aussi, comme tu dis, le fait que tu es professionnel de la santé, moi, je le vois à l'opposé. Je me dis, si une professionnelle de la santé qui, clairement, s'auto-diagnostique ou est beaucoup plus à l'écoute de ses signes, symptômes que monsieur, madame, tout le monde, tu les sais, les règles, tu la lis, la littérature, puis malgré tout ça, il y a plein de facteurs qui fait que de continuer. Moi, je le vois pas comme c'est dur de venir raconter cette histoire-là parce qu'en plus, je suis une professionnelle de la santé. C'est au contraire, je me dis, aïe, monsieur, madame, tout le monde, moi ici, je connais pas la littérature. Fait que j'ai des œillères, je suis aveugle sur la situation, je le vois pas. Fait que c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Tu sais, si quelqu'un, c'est sa job dans la vie de suivre des athlètes, c'est amené à cette situation-là par une passion de ce sport-là, par des objectifs, imagine, moi, n'importe qui écoute. C'est tellement facile de passer à côté, en fait. Oui, puis j'entendais tantôt ce que vous disiez sur le fait qu'il y a des gens qui vont rester dans cette situation-là extrêmement longtemps. Vous répondre, mais je suppose que plus tu restes longtemps dans cette situation-là de surentraînement ou de RED, plus la pente à remonter doit être énorme, puis ça peut prendre des années. Là. Je veux dire, Catherine, en ce moment, tu parlais que ça fait 1 an depuis Bromont, puis tu commences à retrouver les sensations que tu avais à la course, tu commences à retrouver tout ce qui vient, tout ce que tu avais perdu. C'est long, 1 an, là. C'est pas long sur une vie, mais c'est long en sacrément quand t'es dedans, là. Oui.
En effet, c'est vrai, c'est vraiment long. Ça passe vite. La vie est très occupée. Puis, si je peux lancer un message aux gens qui ont vécu une situation ou qui sont dans ça actuellement, il y a des ressources pour aider. Puis je pense qu'il y a rien de mieux pour discuter avec d'autres personnes qui ont vécu ce genre de choses-là. On est beaucoup plus à vivre ça qu'on pense. C'est fort probablement sous-diagnostiqué. Donc, il y a probablement plus de cas que ce qui est réellement diagnostiqué. Donc, en fait, essayer de se trouver d'autres passions. Donc, je parle de mon expérience personnelle. Moi, je me suis mis à faire de l'aquarelle. J'ai adoré. Mais je me suis trouvé autre chose à faire pour passer le temps, pour me distraire, mais aussi pour me réaliser à travers ça. Donc, j'ai un petit peu substitué une autre passion à la course. Mais il faut, parce que c'est notre santé mentale aussi qui est en jeu. On est des bébites qui aiment ça, faire des choses. Donc, faut faire quelque chose. Donc, je conseille vraiment aux gens c'est correct d'avoir une période d'acceptation puis de trouver ça difficile, mais d'essayer de faire autre chose aussi pour permettre de passer à l'étape suivante. Ouais. Merci de nous partager ça. Tout en transparence et tout, c'est pas facile, merci d'avoir fait. JP, Isabelle, quand quelqu'un, on le diagnostique, quand on voit les signes, on est certain que c'est ça. C'est quoi qu'on met en place comme professionnel de la santé de vos côtés, puis avec tout le réseau qui peut entourer un athlète, là? C'est sûr que c'est une prise en charge qui va être souvent multidisciplinaire. De mon côté, en nutrition, comme Catherine parle, il y avait peut-être eu une perte de poids. Dans son cas, ça va souvent être quand même une composante. Puis des fois, la perte de poids, elle peut avoir eu lieu il y a plusieurs années aussi. Donc, c'est pas juste dans les 6 derniers mois, est-ce que j'ai perdu du poids, mais il y a des gens qui vont traîner cette réalité-là sur de nombreuses années, et la perte de poids peut avoir eu lieu il y a 2-3 ans, et finalement le corps s'est réajusté à son apport énergétique insuffisant. Il y a plus nécessairement de perte de poids, mais c'est que là, tous mes systèmes fonctionnent de manière sous-optimale parce qu'ils ne reçoivent plus suffisamment d'énergie. Donc mon poids est stable, j'ai une balance énergétique, si je peux dire, mais c'est parce que ma dépense au niveau de tous mes systèmes est sous-optimale. Donc, on veut vraiment regarder l'historique aussi du poids, puis on va vouloir retourner au poids initial. Donc, souvent, le traitement en nutrition va impliquer une reprise de poids s'il y a eu une perte de poids qui a eu lieu. Et la reprise du poids, ça peut être de revenir au poids que j'avais il y a 3-4 ans aussi. Donc, avant la perte de poids, on veut ramener un apport énergétique qui va être suffisant. Donc, augmenter l'apport calorique, l'apport en glucides, l'apport en protéines, d'aller chercher des éléments aussi au niveau micronutriments. Donc, dans certains cas, on va devoir faire appel à la supplémentation, comme la vitamine D, comme le fer, qui vont souvent revenir sous forme de suppléments. JP, de ton côté? Effectivement, puis il va y avoir beaucoup d'intervenants là, qui vont rentrer là-dedans, parce que quand on regardait là, tantôt, il y avait un orthopédiste, des kin, de la visio, parce que s'il y a une blessure ou s'il y a une fracture de stress, ça met encore plus de monde associé avec ça. Faut éliminer les autres causes, comme on disait aussi, là, qui peuvent créer de l'interférence, parce que tu sais, toutes les fatigues ne sont pas, tu sais, ça peut venir avec des déficits, ça peut être un RED, mais qui a plusieurs déficits. Après ça, tu sais, ce qu'on voit au niveau du système aussi féminin ou chez l'homme, c'est que ce shutdown-là, il peut durer un certain bout de temps. Là, on va pas nécessairement rentrer en détail dans ta vie, mais avant que les menstruations reprennent, on va devoir probablement aller rechercher un certain poids. Il va falloir parce que c'est long à instaurer ces mécanistiques-là de destruction, de l'axe. Là. Nous autres, en médecine, on parle souvent de l'axe hypothalamo, hypophyso. Bon, après ça, de toutes les hormones. Les hormones sont tout le temps sous le contrôle du cerveau. Puis après ça, il y a des usines qui produisent les hormones un peu partout dans le corps. Mais quand on se met à perturber ça sur des états de stress, c'est un peu, ça a été développé parce que c'était des adaptations. Quand on est en déficit énergétique, on produit plus nos hormones de reproduction parce que c'est pas le temps d'avoir des enfants, parce que le corps, lui, il sait pas qu'on fait de l'ultra, mais il pense qu'on est en famine, il pense qu'on est en état de disette importante parce que il y a une restriction,
je veux dire, l'être humain a évolué pas au cours des 20 dernières années, mais sur des milliers d'années, là, donc il a développé des mécanismes d'adaptation. Donc on enlève les choses qui permettent pas la survie, puis la survie, puis de sauver en courant, ça permet la survie, là, hein, parce que c'est ça, ça permet d'aller chercher de la nourriture, ça permet de survivre. Fait que ça peut même être long à retourner dans les cycles de menstruation. Ça va arriver que quand on va évaluer ces choses-là, on va peut-être surveiller les états hormonaux, mais les états hormonaux chez ces patients-là sont anormaux. Ils ont vraiment des patrons anormal, puis ça va arriver des fois qu'on pourrait de façon temporaire essayer de supplémenter avec des bonnes hormones là, qu'on utilise là, souvent là, dans la ménopause, parce qu'il faut remettre une bonne estrogène, une bonne progestérone, puis pas des anovulants. Ce que je voudrais que le monde qui sont dans le domaine de la santé, c'est que si vous avez des athlètes ou des jeunes athlètes puis qui ont des possibilités d'être en surentraînement, puis qu'ils ont des irrégularités menstruelles ou des arrêts menstruels, puis que vous dites, ben c'est facile, je vais régler ça en donnant des anovulants, mais vous venez de masquer, puis vous venez probablement de mettre l'athlète dans une situation qui va être encore plus problématique parce qu'on va repousser encore plus loin. S'il y a une problématique, si elle avait des cycles qui étaient normaux et qui deviennent dysfonctionnels, faut pas masquer ça avec des anovulants parce que ça donne des hormones de synthèse qui vont mettre en dormance vos ovaires, mais c'est pas des vraies menstruations, puis c'est pas un vrai cycle. Puis quand on est menstrué sur des anovulants, ce n'est pas une menstruation, donc il ne faut pas confondre les deux. Une menstruation, c'est quand on n'a pas de contraception puis qu'on vit une baisse d'hormones puis un reset mensuel. Donc le mécanisme de la femme est super bien fait parce que une femme, à chaque mois, si elle est menstruée, ça veut dire que physiologiquement, elle fonctionne bien. Quand elle perd ça, là, c'est le premier messager qu'il y a de la dysfonction autour de ça, mais après ça, ça peut toucher la thyroïde, ça peut toucher le cortisol, ça touche l'immunité, hein, t'étais tout le temps malade. Donc ça, c'est extrêmement important. Ne mettez pas d'anovulant si vous pensez qu'il y a une problématique. Il faut l'évaluer quand il y a une problématique, puis il faut pas créer de l'interférence comme ça, parce qu'après ça, on n'est plus capable de rien faire. Là. Il y a des choses qui reviendront aussi jamais vraiment. Le cycle menstruel, on est capable quand même de le rétablir, mais si j'ai perdu beaucoup au niveau de ma densité osseuse, je serais pas nécessairement capable là, de reconstruire tout ce que j'ai perdu. Et puis ça, ça me suit pour le reste de mes jours aussi. Donc, les risques d'ostéoporose plus tard dans ma vie sont plus grands également. Là. Ouais, parce qu'on fait du sport, hein, comme Catherine dit, pour être en santé. Oui, se dépasser, apprendre des choses, vivre des émotions. Mais on veut pas faire... Il y a personne qui fait tant du sport pour être malade. Mais des fois, la perte de densité osseuse qu'on va perdre, on la regagnera jamais. Ouais. Puis c'est pour ça qu'il y a certains protocoles qui ont commencé à mettre des hormones, là, comme je disais, de façon cyclique pour essayer de faire du gain de densité osseuse, parce que le temps que la personne va sortir de là, mais il continue d'avoir des dommages. Puis c'est pour ça qu'à un moment donné, c'est ça, hein, cette densité-là que tu vas perdre, ou que tu construis pas. Parce que ce qui m'inquiète souvent, c'est les jeunes athlètes qui ne sont pas menstrués. La règle, c'est que si vous avez un développement de vos traits secondaires, ça veut dire que si vous avez un développement au niveau des seins, à 15 puis 16 ans, vous devez être menstrué. Si vos jeunes enfants ou les athlètes que vous côtoyez ne sont pas menstrués à 15 puis 16 ans puis ne l'ont jamais été, c'est une indication d'être évalué au niveau médical pour savoir, est-ce que c'est fonctionnel? Mais s'il y avait un développement des caractères sexuels, c'est fort probablement de l'aménorrhée fonctionnelle due à des états de stress, d'entraînement répétitif, parce que on parle d'athlètes là aujourd'hui. Donc à 15-16 ans, ce n'est pas normal que les menstruations ne sont jamais apparues. Ça nécessite une évaluation médicale. Puis c'est une période où on construit aussi notre densité osseuse là, jusqu'à début trentaine à peu près, là, où on va vraiment construire la densité qu'on va avoir pour le reste de nos jours après. Donc c'est une période qui est super importante là, pour bâtir finalement une bonne santé osseuse. Exact.
On l'a dit, c'est une situation qui est très difficile, qui est pas tangible, qui est très difficile à diagnostiquer, ou en tout cas, les personnes ont de la misère à l'auto-diagnostiquer puis à se dire, OK, j'ai la patte cassée, je vais à l'hôpital, ou en tout cas, je vais en physio. Là, dans ce cas-ci, j'ai le goût qu'on termine avant de passer avec les questions que on a reçu 250, mais on m'en a posé 4-5 parce que je pense qu'on a adressé la très, très grande majorité des questions dans nos discussions. J'aimerais ça qu'on fasse juste se lister les signes à surveiller. On les a dit à maintes reprises, mais je veux comme un segment final où on aurait vraiment, en quelques minutes, la checklist des signes à surveiller. Puis ensuite, on pourrait parler avec Isabelle, mais aussi avec JP Catherine, des saines habitudes pour la prévention, pour pas se rendre là. Parce que là, on a des auditeurs qui écoutent, qui vont peut-être être un peu freak, parce qu'ils repensent à leurs dernières années, puis j'étais en surentraînement cette fois-là. Là, à partir de maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour s'assurer dans le quotidien de pas se remettre dans cette situation-là? Fait que commençons, JP, Isabelle, avec les signes à surveiller, là, les red flags ou les yellow flags. À vrai dire, ça touche tellement d'affaires, c'est tellement multifactoriel, c'est tellement affecté par notre vie tous les jours, là. Mais les plus importants, là, c'est maladie, de la fatigue, puis des blessures, là. Ça, quand on a ça, là, c'est très important là, de consulter. Chez la femme, au-delà de 3 mois d'arrêt des menstruations, c'est atypique. C'est pas normal qu'un athlète se présenterait chez nous puis qu'il nous dirait ça fait 2 ans qu'il n'est pas menstrué. Ce n'est pas normal. J'ai même vu des discussions de spécialistes qui disaient qu'ils avaient vu ça pendant des années. Là. On est dans l'extrême, là, mais ça existe. Puis ça existe aussi, hein, comme on disait juste avant, les athlètes qui ne sont pas menstrués tardivement. Là, je veux dire, à un moment donné, quand il y a des changements physiologiques de l'adolescence qui apparaissent, à un moment donné, la menstruation est supposée d'apparaître 2 ans après la sortie des seins. C'est ça la règle au niveau des soins. Donc, si ça fait 4-5 ans, il y a un problème, tu sais, en dessous de ça. Là. Chez l'homme, ben, c'est beaucoup ça, là, diminution du désir, diminution de l'érection matinale. Puis après ça, ben, tu sais, on a une panoplie, hein, ça touche toute la reproduction, la santé musculo-squelettique, l'immunité, hein, quand on est tout le temps malade, la synthèse du glycogène, hein, même, tu sais, pour nos réserves énergétiques, toute la santé cardiovasculaire, l'immunité, c'est vraiment, ça touche tous les systèmes. C'est pour ça que la triade de l'athlète était pas adéquate, parce que on parlait juste de aménorrhée puis de santé osseuse. Puis quand on regarde dans le guideline, s'il y en a qui ont des intérêts, mais si vous allez voir le guidelines du CIO, ils ont des arborescences qui définissent un peu ce que les athlètes, mais des athlètes pourraient dire bon, ben toi sur 100 mètres tu fais tant de temps. Si l'athlète se met à sous-performer, alors ça c'est un très grand indicateur. S'il manque d'explosivité, s'il est pas capable de faire ce qu'il faisait, puis c'est pervers aussi, parce que le problème c'est que si t'étais capable de le faire, c'est peut-être juste parce que t'en fais pas assez. Fait que là, t'en fais plus, mais c'est parce que là, dans le fond, c'est que t'es pas capable d'en faire plus. Mais là, t'en fais plus, tu mets plus d'entraînement, tu mets plus de charge, puis là, à un moment donné, ben c'est ça, l'élastique pète, fracture de stress, aménorrhée, c'est ça le surentraînement, hein? Il y a une diminution des performances, puis comme athlète, qu'est-ce que tu fais? Ben c'est que t'accélères, puis c'est là que tu creuses ta tombe. Exact. Puis il y a des traits aussi plus au niveau psychologique ou de l'humeur, irritabilité, manque de motivation, donc ça peut être des choses aussi qu'on regarde. Exact. Côté prévention, les saines habitudes à prendre pour s'assurer de pas se rendre à ces drapeaux jaunes et rouges là. Mais je pense que au niveau de l'entraînement, c'est d'être bien encadré. Donc d'aller chercher un entraîneur qui a de l'expérience, qui a une certification, qui a un réseau de contacts aussi, qui peut, en cas de besoin, nous référer à un bon médecin, à un bon physio, à une bonne nutritionniste qui connaît la réalité de l'athlète puis du sportif. Donc, d'avoir cet encadrement-là au niveau de notre pratique sportive. Au niveau alimentaire, mais je pense aussi que c'est vraiment important de s'assurer d'avoir un apport énergétique qui va en lien avec notre charge d'entraînement, de pas sous-estimer l'importance de manger pendant l'effort, de manger après aussi, de récupérer, de s'assurer que tout au long de la journée, j'ai des apports qui sont suffisants, de
la planification aussi au quotidien. C'est sûr que comme athlète, ben il faut qu'on mange plus. Fait qu'il faut nécessairement que j'achète plus à l'épicerie pour que ce soit accessible aussi. Si j'ouvre le frigo puis il y a rien, c'est sûr que ça va être difficile de manger plus. Donc il y a tout cet aspect-là aussi à mettre dans mon quotidien, de planifier, de m'assurer que mes repas ils sont prêts quand j'ai une grosse semaine de travail, que je sais que j'aurai pas le temps de cuisiner pour pas être pris au dépourvu puis me ramasser 2-3 petites affaires sur le coin du bureau en travaillant. Donc il y a vraiment cette notion-là aussi à juste garder en tête, puis de voir aussi, OK, ben est-ce que à un moment donné, je peux aller chercher de l'aide pour me guider, pour m'orienter, pour juste faire un bilan aussi, pour m'assurer que tout est correct là. Mm-hmm. Je me souviens d'un physiologiste à un moment donné du sport qui s'était rendu compte à un moment donné dans les équipes de vélo, que c'est sûr que quand ils sont en compétition, c'est sont nourris sur place, mais qui se rendaient compte au final là, que les athlètes, quand ils étaient chez eux, il y avait rien dans le frigidaire, ils mangeaient des céréales, des toasts, ils buvaient du café, puis là, ils étaient complètement catastrophés de dire « Wow! » Le problème, il est bien plus compliqué que ça, là. Parce que oui, on les nourrit bien sur place, mais quand ils sont tout seuls puis qu'ils font leur entraînement, qu'est-ce qu'il y a dans le frigidaire? Ouais. Quel temps ils ont pour se faire à manger? Quelles recettes qu'ils font? Est-ce qu'ils ont le désir de faire ça? Est-ce qu'ils ont pas le talent? Mais tu sais, des fois, il y a des choix à faire avec ça. Puis je pense que la première des choses pour le prévenir, c'est d'en parler. Ouais. Puis quand on est sorti du dernier podcast, on a parlé le lendemain. Puis moi, tout de suite, j'ai écrit à Isabelle dire là, faut qu'on se parle, là, parce que là, il y a quelque chose à faire avec ça. Yann, il monte un groupe, puis faut en parler. Faut qu'on en parle. Faut que le monde nous entende. Faut que les coachs nous entendent. Faut que les physios, les kin, les docteurs entendent ça. Parce que c'est l'information qui allume les lumières aussi, là. Par rapport à ça, il y a des super bons outils qui ont été développés pour les professionnels de la santé, des choses faciles à lire, qu'il n'y a pas besoin de lire le 20 pages du consensus de Berlin. Il y a le CAT2, en fait, qui est la nouvelle version du précédent, là, qui est sorti en 2017, je pense. C'est comme 3 pages, ça explique ce que c'est, ça explique les principaux symptômes à monitorer, ça explique un petit peu aussi le niveau de risque associé à ça. Donc c'est un outil qui est à la base médicale, mais je pense que pour quelqu'un qui est en première ligne, c'est vraiment une bonne source d'information, facile, rapide à lire, facile à mettre en pratique aussi pour faire du dépistage et référer à temps. À vous écouter, je pose une question, c'est peut-être niaiseux, mais je sens qu'il y a une méconnaissance, c'est quoi qui est nouveau, il y a beaucoup de nouvelle littérature qui sort, puis il y a une méconnaissance de la part de plein de professionnels de la santé, puis c'est correct, ça faut en parler pour que la roue tourne, mais si quelqu'un qui écoute, qui est un athlète ou un coureur ou un athlète de peu importe le sport, qui voit des drapeaux rouges, puis se dit peut-être que ça vaut peut-être la peine de le mentionner qu'on pratique un sport de manière assez intense, puis tout le monde qui écoute, je pense, qui s'entraîne pour peu importe quoi. Je le disais tantôt, je vous lançais des fleurs. On est dans le 1% des plus intenses. T'es pas un simple jogger qui sort une fois par 2-3 semaines quand il a bu un peu trop de bière la veille. Ah, dimanche, il fait beau, j'ai eu un peu trop mangé en fin de semaine, mais aller faire on est du monde qui font ça avec intensité, que ce soit 2, 3, 4 sorties par semaine, 5, 6, 7 et plus. Ça vaut peut-être la peine de le mentionner quand tu parles à ton médecin de famille de « Hey, by the way, je suis un peu débile. » Tu sais, non, mais je veux dire, je fais du sport d'une manière assez intense, donc il y a peut-être un risque je pense pas qu'il te revient puis te dit non, arrête de t'auto-diagnostiquer. Je suis pas en train de m'auto-diagnostiquer, mais j'ai des signes de quelque chose qui existe pour une condition de quelqu'un qui fait le genre de sport que je fais. Ça peut être bon de pousser plutôt que, c'est ça, on a toutes des expériences des fois avec des professionnels de la santé qui étaient pas optimales. Puis effectivement, puis ce qu'on va voir souvent, c'est que, tu sais, bon, je baigne dans ça, moi. Quand la personne est en santé puis elle vient de voir, ben des fois tu te demandes pourquoi je ferais un bilan de santé, parce que il est bien plus en santé que toutes les autres que j'ai vus dans la journée, qui ont plein de facteurs de risque cardiovasculaire, qui sont hyper tendus, qui sont diabétiques, puis que au final là, il y en a rien là, à cirer de leur traitement. Tu sais, on est obligé de se battre contre ça, c'est notre réalité aujourd'hui, mais cette réalité-là du monde qui en font plus que les autres, ben des fois, il faut être attentif à ça, puis il faut faire un bilan de santé des fois un petit peu plus extensif pour essayer des fois d'attraper des lumières, là. Ouais. Je le disais, on a reçu beaucoup de questions. Je m'en étais ciblé quelques-unes en me disant, selon où on s'en allait, ces questions-là sont plus spécifiques, peut-être qu'on y répondra pas.
Il y en a le 3/4 que j'avais ciblé qu'on y aurait... Bon, ben, vous y avez répondu. Donc, je pense qu'on va en prendre 2 ou 3 parce que c'est très spécifique, mais je pense que ça peut être intéressant pour Claire. Il y a Daniel qui demande quels éléments saturent le plus le système, le volume ou l'intensité? Je pense que c'est une combinaison des deux. Je pense qu'il y en a pas nécessairement un ou l'autre. Okay. Je sais pas, JP, si tu veux ajouter, mais je pense que les deux peuvent mener à des problématiques. Là. Ouais, probablement que les deux aussi vont amener une dépense. Puis si on compense pas notre dépense par du repos ou de la récupération ou une alimentation qui est adaptée qui va nous donner nos éléments, c'est ça on se disait moi tantôt puis Isabelle, mais tu sais, si tu décides que tu fais du commuting bike, là, entre tes entraînements de course, là, mais c'est de la charge puis c'est de la dépense calorique qu'il faut que tu calcules dans ta dépense totale. Tu sais, si vous allez voir Isabelle, vous dites, ben moi, je m'entraîne puis je veux faire le THC un tel ou le QMT puis je fais telle charge d'entraînement puis tout ça, mais qu'elle ne sait pas dans son calcul que tu fais 10 km de bicycle aller-retour. Généralement, je demande s'il y a d'autres sports pratiqués. Non, mais... Des fois, j'ai des surprises. Ouais, mais c'est ça. Mais c'est de la charge. Tout est une charge. Ton enfant qui a gastro puis que t'es malade en plus parce que tu l'as attrapé. J'entends dans ma tête ton discours à un moment donné quand t'a dit « Je vais être obligé d'adapter... » Tu te souviens, t'as fait ça? Je vais être obligé d'adapter ma saison. Moi, j'écoutais ça puis je me disais... Qu'est-ce qui est intelligent, cet homme-là? Parce que là, il y a une réalité qui est nouvelle. Il y a des choses différentes. Il y a des interactions avec sa conjointe puis avec l'enfant. Puis il faut s'adapter à toute cette espèce de nouvelle réalité-là. Puis là, je t'entendais décrire ça. Tu l'as fait il y a pas longtemps. Puis moi, je me disais... Puis je t'ai écrit. J'ai dit, hey, ça, c'est juste prendre la conscience que peut-être que cette année... Au lieu de faire de la longue, tu vas faire de la courte, mais tu vas avoir du fun, tu vas être dans la communauté, tu vas t'exprimer, tu vas t'accomplir. Ben ça, c'est tout à ton honneur. Parce qu'à un moment donné aussi, ça, c'est de l'écoute de soi. Ouais. C'est de dire, bon, cette année, on va lever le pied un peu, là, parce que j'ai un enfant de 18 mois, puis... mais je vais rester. Je vais continuer d'être en santé. C'est pas parce que tu fais pas des 100 000 que t'es pas en santé, là, à vrai dire. Ça me met pas tant en santé, probablement. Tu sais, mais je me souviens que t'avais fait ça, puis là, après ça, tu sais, la question, c'est, est-ce que on doit justifier ou pas, ou est-ce qu'on doit faire une mise au point ou pas, ou pourquoi qu'on ne fera pas ça, mais au final, à un moment donné, c'est de l'écoute de soi, puis tu sais, tu l'avais reflété un peu ça. Ben, c'était bien naïf, dans ma tête, la première année, puis là, je parle d'un homme qui vit avec le fait d'être un nouveau papa, il y a aucun impact physique sur ce qu'on vit comme papa, autre la fatigue, mais je veux dire, une femme, c'est complètement différent, on en a parlé excessivement sur le podcast, puis on va en reparler dans les prochains épisodes, mais pour moi, naïvement, je me disais, première année, ça va être rock'n'roll. Je l'ai réfléchi en me disant c'est une première année qu'il y a une nouvelle réalité qui change tout puis pour le mieux, c'est le fun en crise, mais l'entraînement va être différent, puis j'ai planifié avec ça en tête, puis là ça a bien été. Fait que je me suis dit l'an 2 ça peut juste mieux aller. Fait que let's go, on revient avec la grosse affaire, puis c'est là que j'ai eu mon reality check, ma claque d'en face. C'était pas l'an 1 quand j'anticipais que ça allait être tough, c'est l'an 2 quand je pensais que ça allait être mieux, puis finalement t'en pognes 22 des microbes de garderie, puis il y a plein d'autres facteurs, puis tu te dis je vais faire 200 000 cette année parce que l'année passée j'ai réussi. C'était niaiseux. Puis, tu sais, du moment que j'ai fait cette intervention-là, que j'avais dit cette réflexion-là, je me disais, pourquoi je partagerais ça? Puis je me suis dit, il y a peut-être d'autres personnes qui vivent ça. Puis là, moi, je l'avais vécu, cette réflexion-là, en écoutant d'autres mondes m'en parler. Fait que, tu sais, demander c'est une roue qui tourne. Puis là, je te dis ça à côté de la bébelle qu'ils m'ont donné quand j'ai fini un 100K cette année. Mais c'est du moment que j'ai dit, j'en fais pas de 100 kilos cette année, j'en fais pas de 100 000, j'enlève 2 sucres, puis ça va être easy. C'est là que l'entraînement est redevenu beaucoup plus le fun, puis juste sur le fun, puis plus de pression de hey, j'en fais pas assez, puis tout l'été ça a progressé, puis sur un coup de tête j'ai fait ben finalement je l'ai le volume puis l'entraînement pour aller compléter une distance un peu plus longue que j'étais habitué de faire, mais je pense pas que j'aurais eu une belle année en me disant je vais faire grindstone à mi-septembre, puis je build up vers un 100 kilos. Il a fallu complètement changer le plan de match, puis me dire cette année je fais que de la courte distance. Puis c'est là que le fun est revenu. La façon que tu as embarqué aussi dans cette course-là était probablement pas le même mindset que complètement si t'avais différent. Un autre build-up. Puis c'est de voir toi ta réalité, c'était un nouvel enfant, mais ça peut être un nouveau travail, ça peut être déménager dans une nouvelle ville, ça peut être toutes sortes d'autres réalités personnelles qui amènent. Ouais, puis chaque personne a une réaction à la pression, au stress qui est différente. Fait qu'il y a du monde que ça va être une situation
banal pour une autre, que eux va les stresser à un niveau extrême qui va tout impacter le reste. C'est faut être à l'écoute de soi. Puis c'est ce que j'entends le plus aujourd'hui, c'est soyez à l'écoute. Comme coureur, comme coureuse, c'est ça qu'on peut faire. On n'est pas tous des professionnels de la santé, mais on se connaît. Puis il faut enlever des fois les filtres qu'on se met de pression, le fait que hey, faut que je la fasse cette course-là, j'ai payé cher pour y aller. Faut pas se culpabiliser non plus d'avoir un sentiment de faiblesse. Mm-hmm. Parce que on est fatigué, parce qu'on n'arrive pas à livrer telle performance, c'est pas de la faiblesse que de reconnaître que on est peut-être rendu un petit peu loin dans l'étirement de l'élastique, puis on va revenir à un niveau qui est plus tenable. Ah, c'est clair. Tu faisais tes boîtes pour Grindstone, puis je t'écrivais, puis je te disais, tu t'en vas où? Tu fais, c'est quoi? On se parlait. Puis à un moment donné, j'ai fait, profite-en, puis écoute, on va attendre la pause. parce que tu voulais le faire pour toi-même, probablement. Exact. À un moment donné aussi. Ouais, puis à un moment donné, tu te dis pourquoi je fais ça, puis moi, je m'amuse beaucoup avec les médias sociaux. Je sais qu'il y a beaucoup de négatifs autour de ça, il y a beaucoup de positifs. Moi, la raison pourquoi j'ai un podcast qui est rendu à 214 épisodes, puis que j'ai du monde vraiment cool qui viennent dans mon sous-sol jaser de trail, les médias sociaux ont contribué à ça. C'est un outil extrêmement puissant, mais des fois, à petite dose, je sais j'ai du fun à mettre un petit pause de telle affaire, puis ça, il y a comme une pression que je me suis mis de faire quelque chose de fuck off. J'en annoncerai plus c'est quoi mes saisons qui s'en viennent, parce que c'est Anne Bouchard qui, moi, c'est devenu une amie avec le temps. Anne Bouchard les annonce pas ses saisons. Puis tu sais, au début de l'année, je sais qu'il y a certains sponsors de certains athlètes qui disent OK, on annonce les saisons, let's go gang. Puis il y a du monde qui s'amuse à le faire, puis c'est le fun à faire. Dire hey, cette année là, c'est ça le plan de match. Je l'ai décrit sur un papier quelque part, mais moi, j'ai appris que Anne, là, la raison pourquoi elle le fait pas, c'est parce qu'elle a des jeunes enfants. Parce qu'il y a mille et une façons qui peuvent venir chambouler un plan. Puis si tu décides que tu switches complètement le focus, t'as pas besoin de l'expliquer. Voilà. Fait que tu sais, c'est quelque chose que à un moment donné, t'apprends là-dedans. Une autre question, je pense que ça va être la dernière. Elle est très spécifique, mais je pense qu'elle est intéressante, puis avec des gens du domaine de la santé autour, ça va être intéressant. Victor qui partage un trait commun avec Catherine, c'est-à-dire avoir remporté l'UTHC 125. Faites vos recherches, Victor Larocque. Je le salue d'ailleurs. Il a écrit est-ce que deux personnes identiques, admettons deux jumeaux, donc on parle que deux athlètes qui ont des capacités assez similaires, peuvent avoir une tolérance différente à la fatigue attribuable à des attributs neurologiques ou autres? Au final, est-ce que deux jumeaux qui s'entraînent en même temps, qui ont les mêmes objectifs, qui sont identiques en quasiment tout point, peuvent tomber dans des situations de surentraînement, de RED, alors que l'autre est complètement top shape et ça va super bien? Je pense que c'est poussé à l'extrême le facteur jumeau, mais de dire que deux personnes qui ont un historique semblable, une neurologie semblable, des capacités physiques semblables, peuvent-ils partir dans deux directions complètement différentes? Je pense qu'il faut les regarder et d'un dans leur globalité, parce que même s'ils ont peut-être la même charge d'entraînement, la même génétique, ils ont peut-être pas la même vie qui entoure l'entraînement, donc les mêmes stresseurs en plus. Puis je pense qu'il faut pas négliger que dans tous les cas, un déficit énergétique qui est prolongé ou une absence de repos prolongé, ça va amener des conséquences. Donc probablement qu'il y aurait quand même une réaction qui serait présente chez les deux. Après ça, de quelle manière ils vont la percevoir, de quelle manière ça va se déclarer, peut-être ça va être un peu différent, mais... Il y en a un qui va mieux se nourrir, il y en a un qui va avoir une meilleure conscience de soi, il y en a un qui va prendre un peu plus de congé que l'autre, parce que tout ça est des petits curseurs bien subtils que t'allumes, tu fermes, tout. Ça peut être, tu sais, ça peut être ta tante qui décède, là, tu sais, ça peut être juste ta tante qui décède. Puis si elle, tu sais, toi, ta tante peut te toucher plus que moi, puis ça te causera pas le même. Tu sais, c'est tellement plein de petits curseurs à un moment donné aussi. C'est vers quoi on s'en va, là. C'est l'image globale là, qu'il faut détecter. Ouais. En fait, t'as beau avoir la même génétique, t'as une vie qui est tout de même différente. Tu vis pas dans la même bulle exactement, tu as pas les mêmes réactions psychologiques aux différents événements, ça va t'affecter de façon différente. Donc, l'équilibre dont tu parlais, toi, personnellement, dans ta situation avec un jeune enfant, c'est pas tout le monde qui vit de la même façon, c'est pas tout le monde qui a le même job, les mêmes horaires, les mêmes possibilités. Ou le même historique de vie aussi, parce que ce qui m'affecte vient aussi de peut-être l'histoire que j'ai eue, puis je vais réagir différemment à une situation donnée par rapport à mon histoire à moi. Puis donc, Catherine et moi, dans la même situation, on réagira peut-être pas aux mêmes stresseurs de la même manière parce qu'on n'a pas le même vécu.
même si on avait une génétique qui est très proche, par exemple, parce qu'on a des histoires différentes. C'est très complexe à être un être humain. Oui, c'est ce qu'on découvre. Puis je pense qu'il y a des maladies. Est-ce qu'on dit une maladie pour le surentraînement? C'est un symptôme? C'est un syndrome, OK. C'est des éléments qui forment un tout. OK. Fait qu'on parle plus de syndrome qu'une maladie. Dans tous les cas, c'est un syndrome qui semble extrêmement complexe, mais j'ai l'impression que quand tu creuses dans n'importe quel domaine de la santé, vous voyez des patients cliniques. C'est jamais noir ou blanc dans aucune situation, puis vous l'aviez démontré aujourd'hui avec... C'est une teinte qu'on aime beaucoup. Oui, c'est ça. En même temps, on dit souvent, c'est une expression commune, il y a rien de noir puis blanc dans la vie. Ben, c'est vrai, puis vous l'avez prouvé aujourd'hui. Mais je voulais vous remercier, les trois, d'avoir accepté cette invitation-là. Ben, JP, t'as pas accepté l'invitation, on a développé le concept. Mais non, je blague. Merci d'être venu ici pour tenter d'expliquer quelque chose qui est quand même très complexe, mais qui semble très sournois, qui semble prendre plus de place qu'on pense, puis peut-être qu'on va regarder dans 10 ans, dans 15 ans, puis on va se rendre compte qu'on en diagnostique plus, juste parce qu'on est plus à l'écoute des signes, puis les athlètes, ils doivent en avoir qui l'ont vécu, puis qui se disent aujourd'hui, hey, tout ce que Catherine a raconté, tout ce que Isabelle parle, tout ce que JP parle, j'ai vécu ça, c'était tout ça ou c'était pas ça, il est rendu tard pour le savoir, mais avec du recul, on va juste tout le monde ensemble grandir comme communauté. Puis entre coureurs, j'ose espérer que ça va se jaser, puis de les poser les questions, puis de se dire, tu connais un de tes bons chums avec qui tu cours, il dit que ses performances descendent. Tu pensais que ça peut être un surentraînement? Peut-être pas ça pantoute, mais d'avoir le réflexe de dire, parce que c'est quelque chose de très sournois qui peut être destructeur. Merci à vous trois. JP, Isabelle, Catherine, c'était des retours au podcast. Je nous souhaite que ce soit un 2 de 3 ou un 4 de 5. On se dit à bientôt. On se dit à bientôt, hein. Je compte faire ça très longtemps, puis j'aime recollaborer avec des gens que j'ai déjà reçus, puis avoir des histoires qui se racontent sur plusieurs années au final. Donc, merci beaucoup à vous trois. C'était un grand plaisir. J'espère que les gens ont apprécié la discussion, puis sont rendus au bout, parce que je pense que... Je veux pas dire qu'on fait de quoi d'important pour la communauté, ce serait trop large, mais je veux dire, à l'échelle des gens qui écoutent le podcast, je pense que c'est un épisode qui est important parce que ça a un impact direct sur ce qu'on aime le plus faire au monde, c'est-à-dire courir. Et on veut continuer à le faire longtemps. Et voilà. Puis je dois quand même aussi te remercier d'avoir cette intelligence-là, de vouloir questionner ça, puis de faire qu'on présente ça à la communauté. Hein. Je veux dire, t'as une magie aussi d'amener des sujets qui sont extrêmement importants. Autant des fois on rencontre des athlètes, mais t'as cette intelligence-là aussi d'amener des sujets qui sont plus pointus, mais qui donnent beaucoup d'informations à notre communauté. Ouais, ben faut que ça ait un sens tout ça, puis de trouver la balance entre prendre de la bière avec Charles Castonguay puis divaguer, je dis ça par hasard, ou rencontrer des athlètes qui nous inspirent par leur performance, ou aborder de front des sujets comme ça avec des athlètes qui sont inspirants. Merci. Ça a toute son importance. Hein. Et voilà, exact. Donc je termine comme d'habitude en remerciant David Hébert pour le design graphique, Fred Desroches pour le thème musical, Noctem, Mox, on a bien vu, c'était bon, vous avez apprécié vos drinks? Délicieux, bon, merci beaucoup. Ben, merci à ces deux partenaires-là qui sont, Noctem, c'est déjà le cas, mais Mox entre dans la famille Pas Sorti du Bois. Puis à tout le monde, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode de Pas Sorti du Bois, le podcast 100% Trail.